Ok, bon, pas de nouvelles, on y va. Oui. Moi, je suis là, hein, si jamais c'était moi qui bloquais. Ok, ça va. Donc, chaudière gaz brûleur pulsé ou chaudière mazout brûleur pulsé, je dirais, peu importe, le fonctionnement est fort similaire. Ici, ce ne sont que des chaudières gaz, les chaudières atmosphériques, ce ne sont que des chaudières gaz, qui sont des chaudières vraiment très très répandues encore sur Bruxelles, parce qu'elles ont l'avantage d'être très simples au niveau de leur mode de fonctionnement, assez fiable aussi, il faut l'avouer, hein. Quand c'est simple, en général, c'est assez fiable, mais pas très efficace au niveau de leur rendement. Donc la chaudière gaz atmosphérique, elle se caractérise par une rampe de gaz. Vous voyez ici en dessous, donc le gaz arrive et est distribué dans ce qu'on appelle une rampe de gaz. Ce gaz est soufflé dans la partie foyer. Et alors on voit sur le petit schéma ici à gauche, donc le gaz est soufflé dans la partie foyer et la flamme se développe sur une espèce de grille qui est dans le foyer. Qui est le foyer? Quelqu'un? Je m'entends avec un autre, je ne sais pas si ce qu'il se passe. Essayez d'éteindre vos micros si... Ok, ça s'est éteint. Voilà. Donc au niveau des chaudières gaz atmosphériques, souvent ces chaudières sont équipées de ce qu'on appelle un coupe-tirage, donc cette espèce de petit chapeau qui est au début de la cheminée, alors qui est parfois très très visible comme ici, ou parfois il est caché derrière. Donc ici on voit qu'on a la cheminée qui arrive derrière la chaudière, mais derrière la chaudière il y a une espèce de bac tout à fait ouvert sous l'ambiance, donc on peut vraiment glisser sa main dans le bac et dans le bas de la cheminée sans aucun problème. Donc ces cheminées-là sont tout à fait ouvertes sur l'ambiance. Donc c'est vraiment un truc facile pour les reconnaître. Donc la rampe gaz, on voit qu'ici on a une petite veilleuse, donc une petite flamme qui est permanente. Alors parfois cette petite flamme n'est pas permanente, elle est juste, elle sert juste au démarrage. Il y a juste une petite étincelle qui est générée pour démarrer la chaudière, pour démarrer la combustion. Mais parfois on a des chaudières avec des flammes permanentes. Et donc voilà, le principe, je ne pense pas qu'il y ait besoin d'aller beaucoup plus loin au niveau de l'explication. Petite spécificité, il y a quand même pas mal de chaudières et beaucoup de chaudières murales en fait, qui sont des chaudières atmosphériques, mais qui comportent quand même un ventilateur. Donc ça veut dire que ces chaudières-là, ces ventilateurs-là extraient les fumées, et donc ce sont généralement des chaudières type ventouse, où on a l'arrivée d'air comburant qui se fait par un tuyau, la combustion qui se fait, et les fumées qui sont évacuées par un second tuyau. Donc ce sont des technologies tout à fait atmosphériques, et donc avec des rendements très similaires aux chaudières atmosphériques. Et donc quand on parle, voilà, c'est la petite veilleuse, je disais les rendements plutôt faibles. Là, le chauffagiste n'a pas de réglage possible pour ces chaudières-là, donc elle sort d'usine, le chauffagiste doit juste nettoyer et faire en sorte que les flammes puissent être jolies, je dirais, mais il n'y a aucun réglage qui est faisable à ce niveau-là. Donc au niveau du rendement de combustion, mais on a des rendements aux alentours des 90% pour les chaudières récentes, atmosphériques récentes, et des rendements pouvant aller jusqu'à des 80% pour des chaudières des années 70. On en a encore des chaudières des années 70 atmosphériques qui fonctionnent. Les rendements peuvent être vraiment très faibles. Je vois qu'il y a des mains levées. C'est Zouad toujours? Je ne sais pas si c'est de tout à l'heure. Et Cédric? Je peux prendre la parole? Oui. Par rapport au rendement global de l'installation qu'on avait vu ensemble, tu nous avais montré une formule, c'était la multiplication de 4 rendements. Le rendement de production, est-ce que c'est ce rendement de combustion ou pas forcément? Non, on va voir ça. Il y a encore une nuance, on va voir ça un peu plus, si tu veux bien. Oui. Donc ça, c'est le rendement de combustion. Ça, c'est ce que le chauffagiste mesure, en fait, ceci. Bien que justement, avec ce type de chaudière-ci, le chauffagiste, il ne mesure pas facilement en rendement, puisque la cheminée, donc pour mesurer son rendement, il mesure les températures de fumée. C'est son paramètre même principal au niveau de sa mesure. Et ici, dans une chaudière atmosphérique, la température des fumées, si je reprends mon petit schéma, on reprend la photo de la chaudière, donc la température de fumée,
mais quelque part, elle n'est pas facile à mesurer précisément, puisque l'air de la cheminée est vraiment très vite mélangé. Les fumées sont vraiment très vite mélangées avec l'air de la chaufferie, et ce qui part dans la cheminée, c'est un mélange des deux, en fait. Donc, c'est un peu... Donc, le rendement qui est mesuré par les chauffagistes de ce type de chaudière-là est souvent un peu à côté de la plaque. Donc, on a souvent des températures de fumée plus basses que la réalité, et donc souvent le rendement mesuré par le chauffagiste est plus élevé que ce que je viens de vous afficher. Mais par contre, il y a un truc pour évaluer le rendement de ce type de chaudière-là. Le truc, c'est sur la plaquette signalétique de ces chaudières. Donc on a toujours deux niveaux de puissance qui sont mentionnés. Alors, le label est parfois différent. Les unités ne sont pas toujours des kilowatts. Donc parfois, on a avec des calories, on a encore des rendements en débit de gaz parfois. Et donc il faut faire une petite conversion d'unités. Mais on a sur les plaquettes signalétiques des chaudières atmosphériques, on a toujours deux puissances qui sont exprimées. La puissance utile, donc ça c'est la puissance réellement transmise à l'eau, et ici ce qui est appelé débit calorifique nominal. Ça, on pourrait l'appeler aussi la puissance combustible. Donc c'est la puissance, c'est la quantité, c'est une image de la quantité de combustible qui est nécessaire à la combustion pour fournir la puissance utile. Et donc c'est typiquement puissance brute, puissance nette, et un rendement, c'est une puissance nette divisée par une puissance brute. C'est l'énergie qui est fournie à l'eau divisée par l'énergie qui est consommée. Et donc si on fait le ratio de ces deux puissances-là, on a ici une chaudière qui fait 90% de rendement de combustion. Donc ça veut dire que c'est du rendement PCI. Donc par contenu énergétique du gaz, on devrait, avec une chaudière très performante, une chaudière à condensation, on arrive à des rendements de combustion de 110%. Donc là, on est déjà 20% en dessous de ce qu'on pourrait avoir avec une bonne chaudière à condensation qui condense. Donc ça a l'air intéressant, 90% de rendement, mais en fait, c'est très mauvais. Et donc, dès que vous avez une chaudière, ou si vous avez une chaudière qui descend en dessous de 90%, c'est vraiment un signe de dire qu'il faut absolument envisager cette rénovation de la chaufferie. On ne peut pas conserver des chaudières qui ont des rendements aussi faibles. Donc, prudence par rapport à ça, 90% pour moi, ça doit être considéré comme vraiment faible. Et moins que ça, c'est clairement mauvais en fait. L'autre famille, la troisième famille de chaudières, qui sont les plus courantes pour les chaudières à condensation, ce sont les brûleurs prémix. Donc la spécificité ici, c'est que l'air de combustion et le gaz sont mélangés avant d'être pulsés dans le foyer. C'est une petite astuce technologique, mais ça permet d'avoir un très bon réglage de la qualité de la combustion, et ça permet surtout d'avoir des brûleurs modulants. Et donc des brûleurs modulants, c'est des brûleurs qui savent faire des petites flammes comme des grandes flammes, et donc qui dit faire des petites flammes dit optimiser vraiment et avoir un meilleur rendement au niveau de la chaudière. Donc ça veut dire qu'on a des rendements qui vont pour les chaudières qui ne sont pas à condensation, parce que ça existe aussi des chaudières pas à condensation en prémix, qui peuvent aller jusqu'à 96 voire 98%, même plus rare, 96 étant plus courant. Et en condensant, on peut aller jusqu'à 110%, sachant que en théorie, le 111%, c'est 111%, c'est vraiment le contenu total. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de perte par les fumées. Si on arrive à 111%, c'est qu'il n'y a plus de perte par les fumées et plus de perte au niveau de la chaufferie. Donc ça c'est quand même extrêmement performant. Alors, donc on a vu les trois catégories de chaudières, donc chaudière à brûleur pulsé, chaudière atmosphérique et chaudière prémix. À côté de ça, alors c'est pas une catégorie en plus, mais c'est une catégorie un peu sur le côté. On peut distinguer des chaudières étanches, des chaudières à circuit de combustion ouvert. Donc entre guillemets, les chaudières étanches prennent l'air comburant à l'extérieur, font la combustion et rejettent les fumées à l'extérieur, souvent en mode ventouse façade, mais ça peut être aussi via des conduits de cheminée spécifiques, qui doit distinguer des chaudières à circuit de combustion ouvert, où l'air comburant est pris dans la pièce, sert à la combustion, et puis après les fumées sont évacuées évidemment par la cheminée, ou par un conduit avec un ventilateur éventuellement. Et donc ça veut dire que
dans les chaudières étanches, le gros intérêt des chaudières étanches, c'est d'être totalement indépendant de la qualité de l'air à l'intérieur. Alors, petite anecdote par rapport à ça, alors les coiffeurs sont fermés pour le moment, mais des chaudières comme ça, des chaudières atmosphériques comme à gauche, placées chez des coiffeurs, le risque de corrosion de la chaudière est extrêmement élevé parce que le coiffeur utilise énormément de produits type aérosol qui peuvent être extrêmement corrosifs. Et donc il y a eu pas mal de, ça c'est un peu pour l'anecdote, hein, il y a eu pas mal de dégâts de chaudières ouvertes dans des coiffeurs parce que l'air combustion, ben, c'est l'air qui est dans l'ambiance. Ça, c'est vraiment assez spécifique, évidemment, mais si vous avez à côté d'une chaudière pareille une hotte de cuisine qui fonctionne, et si vous avez une hotte de cuisine qui fonctionne, pas loin de la chaudière, ben, on pourrait craindre que l'air aspiré par la hotte soit de l'air qui vienne au niveau de la chaudière, et donc que la hotte aspire une partie des fumées de la chaudière. Donc ça peut être extrêmement embêtant d'avoir ces circuits de combustion ouverts. Donc, le risque d'intoxication ici est beaucoup plus élevé quand on parle d'intoxication CO. L'intoxication CO, c'est une mauvaise combustion, une combustion de mauvaise qualité. Eh bien, on peut, avec ces chaudières-ci, on a un risque beaucoup plus élevé d'intoxication CO qu'avec une chaudière type étanche. Mais les technologies peuvent être les mêmes. Donc, ça peut être une technologie atmosphérique dans les deux cas. Donc, le rendement n'est pas vraiment meilleur avec une chaudière étanche qu'avec une chaudière ici. N'est pas fondamentalement meilleur, il peut l'être de peut-être quelques dixièmes de %, mais c'est vraiment à la marge. Donc la chaudière étanche n'est pas spécialement plus performante qu'une chaudière qui n'est pas étanche. C'est juste qu'elle est plus, je dirais, rassurante au niveau de son mode de fonctionnement, puisqu'on va chercher l'air directement à l'extérieur. Voilà, alors, donc, à côté donc en plus aussi, qui n'est pas non plus une catégorie à rajouter aux chaudières qu'on vient de voir, ben, on a parlé déjà des chaudières à condensation. Ben oui, c'est les chaudières où on peut faire refroidir, qui sont prévues pour faire refroidir les fumées, faire condenser la vapeur d'eau dans les fumées pour réchauffer l'eau, enfin, généralement l'eau de chauffage, parfois l'air comburant aussi. Les chaudières à condensation, on l'a vu. On arrive à des rendements qui peuvent aller, des rendements de combustion, donc quand elles fonctionnent et que ça condense, on arrive à des 110%. Quand elles fonctionnent et ça ne condense pas, ben on a des rendements qui sont plus proches de 97-98%. Donc ça veut dire qu'on perd effectivement de l'ordre de 10% de rendement quand on ne condense pas. Et là, c'est une notion qu'on n'a pas encore abordée, donc je ne vais pas en parler tout de suite. Mais donc, comme je disais tout à l'heure aussi, le gain potentiel, donc remplacer une vieille chaudière par une chaudière à condensation, parfois les fabricants vous annoncent des économies jusqu'à 40%, mais toujours rester prudent par rapport au fameux jusqu'à, hein, c'est toujours jusqu'à, mais pour avoir 40% d'économie en changeant une chaudière par une chaudière à condensation, il faut que la situation initiale soit une situation extrêmement mauvaise. Oui, si vous avez une chaudière des années 60, complètement ouverte, vraiment pourrie, et que vous la changez par une chaudière à condensation, peut-être que vous ferez 40%, effectivement. Mais dans la majorité des cas, c'est plutôt aux alentours des 10-15% d'amélioration, peut-être 20%, si vous avez vraiment une situation initiale qui n'est pas terrible, d'économie que vous ferez. Donc prudence par rapport à certains discours de fabricants. Donc la chaudière à condensation, alors comment la reconnaître? Eh bien, c'est pas toujours évident en fait de reconnaître une chaudière à condensation parce que sur beaucoup de chaudières, il y a une évacuation d'eau qui est présente. Donc ça veut dire qu'une chaudière à condensation, ben, on va évacuer des condensats puisqu'on a condensé la vapeur d'eau qui est dans les fumées. Souvent, il y a un siphon, alors, mais ce siphon n'est pas toujours bien visible, mais souvent il y a un siphon, alors ici c'est un siphon en plastique qui est clairement apparent, mais ce n'est pas toujours vraiment perceptible. Et donc je dirais, parfois la meilleure façon, c'est de regarder soit la dénomination de la chaudière, et donc il y a des modèles, des marques de chaudières qui sont clairement un bon indicateur, ou sinon, ben oui, ça m'arrive à moi aussi d'aller voir la fiche technique de la chaudière pour me dire est-ce que c'est une chaudière à condensation ou pas, parce qu'a priori ce n'est pas l'indice pour le savoir. Donc il n'y a pas de règle très facile à ce niveau-là. Alors, chaudière à condensation par rapport à une chaudière entre guillemets classique, eh bien, on voit ici un autre schéma d'un autre type de chaudière à condensation à droite, où on a un brûleur
qui est un brûleur ici, qui est en partie haute de la chaudière. Et on force les fumées à descendre. Donc grâce au ventilateur qui est là, on force les fumées à descendre et à passer dans la zone condenseur. Et puis après, ces fumées sont évacuées via le toit. Ça veut dire qu'ici, et l'intérêt de ce mode de fonctionnement-ci, c'est qu'on peut même avoir 2 retours d'eau venant de l'installation. Donc on peut avoir retour basse température, donc l'eau à basse température qui va aller refroidir les fumées et effectivement condenser. Et on pourrait aussi avoir un retour haute température. Alors retour haute température, c'est par exemple une production d'eau chaude sanitaire. L'eau chaude sanitaire est généralement produite à relativement haute température, donc ça veut dire que le retour à la chaudière d'un ballon de production d'eau chaude sanitaire est souvent à des températures de l'ordre de 50 degrés, qui ne favorisent pas la condensation, et donc c'est mieux de faire revenir, de raccorder ce ballon ECS à ce niveau-là. Bon, il n'y a pas beaucoup de chaudières qui sont comme ça. C'est un bel exemple qui illustrait bien comment maximiser la condensation quand on a une installation qui est un petit peu complexe derrière. Alors, ici, c'est une chaudière qui n'est pas à condensation, et si ça devait condenser dans cette chaudière-là, ça veut dire qu'on serait en partie proche de la cheminée. Donc quand les fumées commencent à se refroidir, sont refroidies par l'eau de retour de mes radiateurs, eh bien ça veut dire qu'on pourrait avoir des gouttelettes d'eau ici dans la partie fumée, et ces gouttelettes d'eau dans la partie fumée risquent de corroder le métal, ou pourraient même revenir dans la zone foyer. Donc ça veut dire qu'on a vraiment un risque de corrosion qui devient élevé. Donc une chaudière qui n'est pas à condensation, il faut vraiment éviter qu'il y ait condensation dans cette chaudière-là. Et donc, il faut vraiment, comme je disais tantôt, regarder les prescriptions de la chaudière, regarder les prescriptions du fabricant pour voir quelle est la température minimale de retour. Et il y a, dans la majorité des cas, une consigne bien claire du fabricant par rapport à cette température de retour minimale. Voilà. Et alors, je reviens sur ma chaudière à condensation. Mais typiquement, pour les chaudières à condensation qui condensent, la température des fumées est à peine plus chaude que la température d'eau de retour. Donc si on a de l'eau qui revient à 35 degrés, eh bien on peut avoir des températures des fumées de l'ordre de 40-45 degrés. C'est quelque chose qui est tout à fait courant. Donc ça veut dire que par rapport à une chaudière non à condensation où les fumées sont plus proches des 120-140 degrés, on voit que au niveau optimisation énergétique, la chaudière à condensation est vraiment intéressante. Je vois, Cédric, que ta main est levée. Est-ce que c'est tout à l'heure? Ah oui, franchement, je suis désolé. Pas de souci. Et Zouat aussi, mais j'imagine qu'il n'est pas en ligne. Je vois bien que les oiseaux mettent leur nid sur la cheminée des chaudières à condensation si elles sortent en verticale, vu qu'il faut faire bon 30, 35, 40 degrés. J'ai pas compris, mais... Je vois bien des oiseaux faire leur nid au-dessus de la cheminée si elles sortent en verticale et qu'il y a un petit capot au-dessus. Oui. Il n'y a pas beaucoup de cigognes par ici, mais effectivement, on pourrait imaginer. Oui, c'est clair. C'est clair. Voilà. Alors, petit exercice. On clappe. Hop, on revient. Voilà. Et donc, ça, c'est plutôt une information pour la suite de l'exposé, voir quel niveau de technicité je me lance. Donc, est-ce que vous avez une chaufferie avec plusieurs chaudières? Ça, c'est la question de base. Donc, c'est oui ou non. Et si c'est oui, eh bien, il y a plusieurs façons de fonctionner. Et donc, plusieurs façons de fonctionner quand on a plusieurs chaudières. Fonctionner en cascade, ça veut dire que quand j'ai besoin d'une seule chaudière, il n'y en a qu'une qui fonctionne. Quand une chaudière n'est pas suffisante, il y en a une deuxième qui s'allume. Ça, c'est le fonctionnement en cascade. Le fonctionnement en parallèle, ça veut dire que quand on a besoin de chaleur, les deux chaudières, s'il y a deux chaudières, les deux chaudières s'allument en même temps et fournissent en même temps la chaleur. Si on ne sait pas comment, c'est un petit peu l'objectif d'essayer de comprendre. Et donc je suis étonné, je vois qu'il y a 14 personnes sur 27 qui ont répondu. Donc, beaucoup qui ont plusieurs chaudières. Alors j'insiste que c'est plusieurs chaudières dans une chaufferie, évidemment. Hein. Si c'est des chaudières dans des bâtiments différents, ça n'a pas de sens. Mais dans une chaufferie, plusieurs chaudières, donc des chaudières qui peuvent fonctionner
sur une même installation, en fait. Oui, mais donc ça va, on voit que il y a quand même pas mal de gens qui ont plusieurs chaudières et qui savent qu'elles fonctionnent en cascade, donc ça c'est déjà super de savoir comment elles fonctionnent. Ok, je quitte le sondage. Alors, un point qui m'intéresserait, alors ici c'est peut-être pas très pertinent, mais je vois qu'il y a 16 personnes qui ont répondu sur le 27. Donc on a quand même 11 personnes qui ne répondent pas. Ce serait intéressant de savoir si c'est plutôt des problèmes techniques ou juste pas envie. Alors si c'est pas envie, ben c'est pas envie, peu importe, mais si c'est des problèmes techniques, de le faire revenir vers nous. Alors je sais pas trop comment gérer ça, mais en tout cas... Ouais, si vous avez, oui, n'hésitez pas à nous en faire part. Dans le chat, il y avait déjà une question, mais je pense que pour cette personne, c'est arrangé. Mais Ok. Voilà, donc la cascade, c'est vraiment une commande des chaudières. On est ici au niveau du stade des chaudières, pour que quand on a certains besoins de chaleur, on allume la quantité de chaudière nécessaire. Je vous donne l'exemple avec le petit schéma ici à droite. Donc le matin, je démarre mon installation de chauffage. J'ai une chaudière qui s'allume. Après X secondes ou X minutes, mais la température demandée n'est pas atteinte. La température d'eau demandée par la régulation n'est pas atteinte. Donc ça veut dire que la régulation va comprendre, va se dire, ah, une chaudière ne suffit pas, je dois allumer une deuxième chaudière. Donc j'avais ma chaudière jaune qui s'allume, qui était allumée, j'ai ma chaudière bleue qui se met en route, et grâce à ma chaudière bleue, après X minutes de fonctionnement, j'arrive bien à ma température de consigne demandée par ma régulation. Et du coup, je n'ai plus besoin d'autant de puissance, et donc j'ai une chaudière qui peut s'éteindre, et en l'occurrence ici, dans l'ordre de la cascade, eh bien c'est la première chaudière allumée qui s'éteint aussi en premier. Et je laisse fonctionner donc ma chaudière bleue pour assurer la suite des besoins. Si j'arrive à une température d'eau trop élevée, ben, ça veut dire que je n'ai pas de chaleur, et donc je vais pouvoir couper, ici en l'occurrence, couper complètement la chaudière bleue qui était en fonctionnement. Donc la température d'eau va rediminuer, et quand elle rediminuera sous ma température de consigne, ça veut dire que j'aurai besoin de nouveau de chaleur. J'ai une chaudière qui va se rallumer. Si cette chaudière ne suffit pas à remonter la température assez vite, après X minutes, j'ai une seconde chaudière qui va s'allumer, la bleue. Et si cette chaudière bleue ne suffit pas après toujours X minutes, eh bien j'ai une troisième chaudière qui pourra s'allumer. Donc ça, c'est vraiment une cascade où j'ai mes chaudières qui s'allument les unes après les autres en fonction des besoins. Et mon besoin, il est caractérisé, et ça c'est un point important, mon besoin, il est caractérisé ici par une température d'eau. Donc la commande et le pilotage de ma régulation d'une installation de chauffage, il se fait quasi toujours en fonction de la température de l'eau. Et la question à 2 balles que je n'ai pas posée sur vos claps, c'est de dire quelle température de l'eau est-ce que je vais considérer? Est-ce que c'est la température d'eau de retour de mes radiateurs, parce que j'ai beaucoup parlé de celle-là jusqu'à maintenant, ou est-ce que c'est ma température d'eau de départ? J'aurais pu vous la poser, mais je ne vous l'avais pas posée. Eh bien, en fait, historiquement, on n'a pas souvent des mesures de température sur les retours chaudières, mais on a quasi toujours une mesure de température sur le départ. Et ma température de référence au niveau de ma régulation, c'est toujours la température de départ de mes chaudières. Donc c'est celle-là qui est mon indicateur, c'est la température, c'est l'eau qui est envoyée dans mes radiateurs. Donc c'est cette température-là qui va jouer, qui va être prédominante, vraiment le cœur de ma régulation. Je vois qu'il y avait une question, c'est toujours The Watt. Est-ce que je sais baisser la main? Ou est-ce que Juliette, on sait baisser la main de The Watt? non, je ne sais pas si on sait faire ça. Je vais Baisser la essayer. main. Ah Oui. ouais, voilà. Ah, parfait. Je vais baisser sa main. Ok, donc la cascade, c'est vraiment l'enclenchement des différentes chaudières. Donc ça, c'est un point que si vous avez plusieurs chaudières, c'est intéressant de comprendre. Et je vois qu'il y a quand même la plupart d'entre vous qui savent comment fonctionne leur chaudière. Dans les anciennes installations, dans les anciennes chaufferies, on a toujours une cascade, comme je viens de la décrire, donc avec une chaudière qui s'allume, qui s'enclenche l'une après l'autre. On verra qu'avec les chaufferies modernes à condensation, c'est pas toujours le cas. C'est même pas souvent le cas. Par rapport à l'efficacité de ma production, l'efficacité de ma chaudière,
Donc on a pas mal parlé de rendement de combustion. Le rendement de combustion, c'est le rendement de ma chaudière quand elle fonctionne. Donc c'est le rendement qui est mesuré par le chauffagiste avec son appareil, avec son analyseur de combustion. Donc il place sa sonde à la sortie de la chaudière dans le conduit de fumée et il mesure les paramètres des fumées, et les paramètres principaux qu'il mesure, c'est la température et des paramètres comme le taux de CO2, le taux d'oxygène et des choses comme ça. Mais le rendement est fortement impacté par la température des fumées, donc ça c'est vraiment le critère dominant. Quand ma chaudière fonctionne, les autres pertes se font aussi par ce qu'on appelle la jaquette de la chaudière, donc par le niveau d'isolation de mes chaudières, à savoir que dans les années 50, on n'isolait pas une chaudière. Bon, évidemment, on a pas mal évolué depuis, et maintenant on a des chaudières qui sont plutôt vraiment bien isolées. Enfin, je dis plutôt vraiment bien isolées, ça reste relatif, hein, parce que regardez ce qu'on met comme isolant maintenant sur des bâtiments passifs, alors que le bâtiment passif, il fait 20 degrés à l'intérieur et il fait en moyenne 7 degrés dehors. Donc il y a un delta T de 13. Ici, sur les chaudières, on a de l'eau à peut-être 60 degrés à l'intérieur et dans une chaufferie à 10 degrés. Donc on a un delta T de 50. Donc le niveau d'isolation de ma chaudière, il est quand même largement inférieur au niveau d'isolation de mes parois de mon bâtiment. Donc ça reste assez limité, mais c'est satisfaisant pour avoir un bon niveau d'isolation. Donc mon chauffagiste complète une attestation d'entretien. L'attestation d'entretien, ce n'est pas le truc qui ne sert qu'à être classé dans un classeur. Enfin, c'est déjà pas mal si on la classe dans un classeur, mais ça mérite quand même d'un petit peu d'attention. J'ai un collègue qui dit toujours qui n'a pas de souci cardiaque, mais je précise, mais que l'attestation d'entretien, c'est un peu l'électrocardiogramme de la chaudière. C'est vraiment une façon de comprendre, une façon de voir quelles sont ses performances, de voir si le cœur de la machine fonctionne bien, si la machine est en état de fonctionnement. Donc, c'est-à-dire qu'il faut un minimum essayer de comprendre ce qu'il y a dedans. Alors, il y a, dans les installations typiques, au niveau du mazout, ça c'est vraiment spécifique au mazout, il y a l'indice de fumée, donc c'est l'opacité des fumées. Donc, ça veut dire si on a des fumées noires, ou des fumées entre guillemets beaucoup moins noires, des fumées plutôt, dire des fumées blanches c'est peut-être beaucoup dire, mais des fumées avec moins de suie. On a dans tous les cas ici température nette de combustion, donc ça c'est la température des fumées moins la température ambiante. Alors pourquoi moins la température ambiante? Parce qu'en fait ce qui compte c'est les fumées, en fait c'est l'air comburant qui sert à la réaction de combustion, mais qui part dans les fumées. Donc ça veut dire que ce qui importe, c'est l'élévation de la température entre l'air comburant et les fumées. Donc ma température nette, c'est ma température des fumées, moins la température de l'ambiance de la pièce, si l'air comburant est pris dans l'ambiance. Teneur CO2, ça c'est mesuré directement par l'appareil. Quoique je pense qu'en pratique, il mesure le taux de CO2, le teneur en oxygène et il calcule le taux de CO2, mais peu importe. Il mesure le taux de CO. Donc ça, le taux de CO, c'est essentiellement pour avoir une idée de la qualité de la combustion et du risque de contamination de l'ambiance. Et il calcule, donc il ne mesure pas, mais il calcule le rendement de combustion, qui est toujours des rendements exprimés a priori en pouvoir calorifique inférieur. Et tout cela, il le mesure, alors c'est en petit ici sur le slide, hein, mais il le mesure sur une allure si j'ai un brûleur, une allure, et il le mesure sur 4 plages de puissance si j'ai un brûleur modulant. Donc ça veut dire qu'à chaque plage de puissance, il faut une mesure effectuée par le chauffagiste. Et aussi, c'est quelque chose que j'aurais pu mettre sur WooClap. À votre avis, admettons qu'on ait un brûleur modulant, mon rendement de combustion en grande allure, donc quand j'ai une grande flamme, mon rendement de combustion, est-ce qu'il est meilleur que lorsque je suis en allure 1 ou pas? Il faut se poser la question. Hein. Quand je suis en grande flamme, donc quand je suis à puissance maximum au niveau de ma chaudière, quand je suis en puissance maximum, mon rendement sera toujours plus faible que si je suis en puissance minimum. Et ça, c'est pas toujours intuitif non plus. Donc ça va vous vraiment la peine de dire petite puissance dans ma chaudière, eh bien c'est là que j'ai mon meilleur rendement. Vous l'avez quand même posé par WooClap et je m'en souviens plus. Pour comprendre ça, il faut regarder la formule du rendement de combustion.
et comprendre que c'est lié aux températures, le delta de température, ou c'est peut-être le pourcentage d'oxygène, ou c'est autre chose? Alors, pour comprendre, c'est essentiellement la température des fumées. Donc, avec ma petite flamme, avec ma petite flamme dans mon échangeur, j'ai d'office une température des fumées plus faible. Et si j'ai une température de fumée plus faible, j'ai moins de pertes. Donc ça, c'est vraiment le critère, c'est vraiment le paramètre dominant. À côté de ça, il y a le taux de CO2 qui est impactant aussi, mais qui est moins impactant. En pratique, en tout cas. Ça va, j'ai lancé un petit book-up. Alors, la question était un petit peu générale, et c'est en fait, c'est la date donc ce qui m'intéresse ici, c'est de savoir, d'avoir votre avis par rapport à la date de l'attestation d'entretien. C'est aussi pour une petite anecdote par rapport à ça. Et donc d'avoir quelques réponses par rapport à ça. Là, j'avais mis, vous voyez en bas, il y a un petit compte à rebours qui vous laisse le temps de répondre. Ah oui, j'avais oublié de spécifier qu'il y a moyen de liker les réponses d'autres. Faites de la pub pour vos claps, en fait. C'est pas tout à fait le but, non. Mais c'est belge, donc on peut. Ok, pour vos réponses, alors, je ne sais pas si... J'avais vu une réponse, mais le problème c'est qu'elle se mélange, donc je l'avais perdu Dieu. Quelqu'un a dit il faut faire les mesures dans les conditions similaires. Cette réponse-là m'intéresse. Alors, je ne sais pas si la personne est d'accord de peut-être expliquer pourquoi elle a écrit ça. Donc, effectivement, il y a des aspects réglementaires. Hein. Donc, chaudière gaz, c'est tous les 2 ans maintenant. Obligation d'entretien. Obligation de... Pas d'entretien, de contrôle, attention. Il y a une petite nuance par rapport à ça. Contrôle périodique. Oui, c'est une attestation de contrôle, pas d'entretien. Et donc mon intitulé de question est mauvais. Hein. C'est l'attestation de contrôle. Je dois corriger ça. Non, la personne ne veut pas se manifester. C'est moi qui ai écrit ça, si vous m'entendez. Comment? C'est moi qui ai écrit. Ok. Est-ce que vous savez tout petit peu développer? Oui, mais on a déjà parlé de la température de l'air comburant, donc qui peut être différente d'une saison à une autre, donc ça va déjà influencer le résultat. Et puis, si on ne sait pas simuler la flamme dans le brûleur, on doit le faire à la même saison parce que les chaudières sont un peu les moins développées sont en pilotage automatique. Si on fait une mesure à l'intersaison, on a peut-être une moins forte demande de chaleur que si on fait la mesure en plein hiver. Et donc, fatalement, les résultats vont être complètement différents, suivant qu'on ait fait une mesure au printemps et l'année suivante, on a un peu traîné, on l'a fait après 1 an et demi, on l'a fait en plein hiver, les résultats ne seront pas pareils du tout. Donc, on ne sait pas interpréter, comme on l'a dit, l'électrocardiogramme de la chaudière. Oui, je pense qu'il y a vraiment du bon là-dedans. Et en fait, le petit message que je voulais faire passer par rapport à ça, c'est qu'on constate en pratique, hein, donc ça c'est la pratique, que les attestations d'entretien, que les attestations qui sont complétées en été, donc hors saison de chauffe, ont des rendements qui sont vraiment très élevés. Et parfois, élevés de façon tout à fait irréaliste. Donc la chaudière, techniquement, n'est pas capable d'atteindre ces performances-là. Donc ça veut dire qu'on est au-dessus du rendement qui est affiché dans la fiche technique de la chaudière, en fait, et largement au-dessus. Eh bien, on se rend compte que ces mesures faites en été, alors pas tout le temps, mais souvent, elles sont faites sur des installations qui sont froides. Donc ça veut dire que l'installation n'est pas en régime. Donc l'eau qui part de la chaudière, elle part peut-être à 60 degrés,
Et donc le chauffagiste indique bien, parce on doit indiquer sur l'attestation la température d'eau. Donc l'eau part bien à 60 degrés, mais elle revient peut-être à 30 degrés dans la chaudière. Et 30 degrés dans la chaudière, ça veut dire que si ce n'est pas une chaudière à condensation, c'est que je vais quand même condenser dans ma chaudière, puisque mon eau revient très froide. Et donc ça veut dire que si je condense dans ma chaudière, j'aurai refroidi fortement mes fumées. Si j'arrive vraiment avec une eau froide dans la chaudière, j'aurai refroidi mes fumées. Et donc j'aurai un rendement mesuré par le chauffagiste qui sera extrêmement élevé, en tout cas beaucoup plus élevé que le rendement normal en saison de chauffe, quand la chaudière est en régime. Et donc ça, c'est un point d'attention par rapport à l'analyse de vos attestations d'entretien. Si vous constatez que votre rendement est 96% et que vos chaudières a déjà pas mal d'années, et que le rendement est mesuré en été, ben, il y a de grandes chances que si vous faites la même mesure en hiver, ben, que le rendement sera beaucoup plus faible. Et donc, alors ça je ne devrais pas dire, mais si votre chaudière est vraiment vieille et que vous n'avez pas envie qu'elle soit déclassée au niveau de la réglementation de chauffage, faites les mesures en été, vous verrez, votre chaudière sera toujours conforme et vous pourrez encore la garder quelques années. Donc, ce n'est pas le message que je dois faire passer, évidemment, mais il y en a qui jouent avec ça. Et le truc, c'est qu'en fait, les chauffagistes sont débordés en période hivernale. Et donc, c'est ça le gros le nœud du problème. Oui, et donc les chauffagistes aiment bien faire les entretiens en été parce que c'est une période plus creuse pour eux, tout à fait. Mais donc ça veut dire qu'ils doivent attendre que l'installation soit en régime et faire en sorte que l'eau qui revient à la chaudière soit dans une température normale. Et ça, c'est pas évident, mais ça prend plus de temps, quoi. Mais c'est possible. Et le temps, en général, c'est un peu problématique aussi. Donc voilà, c'est une des raisons qui explique que les attestations rédigées en été sont extrêmement optimistes. Alors, ça, ce n'est pas des valeurs réglementaires. Ce que je vous affiche ici, ce sont des valeurs courantes, correctes. Donc c'est un petit peu issu de toute une série de bâtiments qu'on a eu l'occasion d'analyser en fonction de l'âge de la chaudière. Alors ici, je précise que c'est pour des chaudières qui ne sont pas à condensation, donc c'est vraiment des installations existantes. Vous retrouvez ici des valeurs un peu courantes. Donc ça veut dire que si vous êtes moins bon que ça, donc quand je pense moins bon, ça veut dire... Alors ça, j'aurais peut-être dû afficher. Qu'est-ce que c'est moins bon? Moins bon, c'est inférieur. Donc moins bon en taux des fumées, donc c'est des fumées supérieures à ce qui est affiché. Le taux de CO2, il est plafonné aux alentours des 13% pour le mazout. Donc ça veut dire que si on est beaucoup plus bas que ça, donc c'est en dessous de 12,5, c'est pas terrible. Pour le gaz, c'est pareil. Si on est en dessous de 10, c'est pas terrible. Plus que 11, c'est pas réaliste. Donc si on est inférieur à ces valeurs-là, c'est pas terrible. Taux de CO, il faudrait pour bien faire que ce soit de 0, mais c'est pas souvent de 0. L'excédère, donc on verra que pour avoir une bonne combustion, on est obligé d'ajouter un peu plus d'air que ce qui est strictement nécessaire pour la réaction chimique en fait. Et donc l'ordre de grandeur, c'est d'avoir un excédère de l'ordre de 20% en plus que ce qui est nécessaire pour assurer cette réaction chimique. Ça a un impact assez important parce que plus on rajoute de l'air, plus le chauffagiste règle en réglant son brûleur, ajoute de l'air dans la chaudière, plus quelque part on chauffe de l'air qui part en fumée. Donc ça veut dire qu'on perd de l'énergie. Donc cet excédère-là a aussi et ça c'est un paramètre que le chauffagiste sait mesurer, c'est ajusté avec les brûleurs pulsés, ainsi qu'avec les chaudières prémix, mais pas les chaudières atmosphériques. Et le tirage, le tirage moyen est compris entre 10 et 15 pascal. Donc c'est-à-dire que si on a un tirage inférieur à 10 pascal, il n'y a pas assez de tirage et il y a un risque, entre guillemets, de ne pas avoir une bonne combustion, donc les fumées ne partent pas assez bien dans la cheminée. Et si on est supérieur à 15 pascal, on a un risque de tirage trop important, donc ça veut dire qu'on risque, la cheminée risque d'aspirer de l'air et que cet air traverse la chaudière, donc qu'il y a avoir plus d'air au niveau de la combustion et donc de perdre plus d'énergie dans les fumées, puisqu'il y a un débit de fumée plus important. Et donc dans les vieilles chaufferies, un rendement de combustion de l'ordre de 90-92% est acceptable. Pour des chaufferies non à condensation récentes, on est aux alentours des 94-95% acceptables. Voilà, pour avoir quelques valeurs cibles. Donc ça, c'est intéressant à découper ce machin-là. Donc imprimer, découper et mettre dans la phare de vos classés des attestations d'entretien. Comme ça, chaque attestation de contrôle, je devrais corriger mon vocabulaire. Comme ça, à chaque fois que vous en recevez une, vous faites le check par rapport à ce tableau aussi.
et vous voyez où vous vous situez. Et ça permet de dialoguer avec le chauffagiste, parce que la majorité du temps, on ne comprend pas ce qu'il y a sur cette attestation, et donc on ne sait pas dialoguer avec le chauffagiste. Et dans un certain nombre de cas, le chauffagiste a une possibilité d'ajuster ses paramètres, d'ajuster. Certains chauffagistes peu consciencieux se bornent à ce que l'installation soit légalement acceptable, mais n'essayent pas de passer quelques heures à optimiser le fonctionnement de l'installation, évidemment. Et c'est bien l'inconvénient, à mon sens, d'avoir appelé ça attestation de contrôle, parce qu'on n'oblige plus de faire l'entretien, on leur oblige juste de faire un contrôle. Et si le contrôle fait que la chaudière est conforme d'un point de vue réglementaire, il pourrait ne pas faire l'entretien, ce qui est un peu aberrant, parce que c'est grâce à l'entretien qu'on peut optimiser la combustion. Voilà, et donc, par rapport aux aspects, donc ça c'était les valeurs conseillées, recommandées, ici ce sont les valeurs réglementaires à Bruxelles, et donc depuis 2017, toutes les chaudières doivent répondre à la ligne que j'ai entourée qui est en jaune, entourée en rouge, alors que jusqu'en 2017, on avait plus de latitude en fonction de l'âge de la chaudière. Donc ici, on voit qu'en minimum, et donc il n'est rien affiché, donc ça veut dire que c'est un rendement PCI, de mes chaudières brûleurs pulsés et prémix doit être supérieur à 90%, atmosphérique 88%, donc ça veut dire que l'exigence réglementaire ici accepte, ça c'est mon interprétation, mais je me permets de vous le communiquer, accepte des rendements de chaudière vraiment faibles. 88% pour une chaudière atmosphérique, c'est vraiment mauvais, mais c'est encore acceptable au sens de la réglementation actuelle. Et donc, selon moi, la réglementation n'est pas assez stricte à ce niveau-là. Voilà, comme je disais tout à l'heure, donc un rendement de combustion, 1% de rendement de combustion en plus, c'est grosso modo, pas tout à fait, mais quasi 1% de consommation en moins. Donc ça vaut vraiment la peine d'essayer d'optimiser les chaudières existantes. Donc ça, c'était quand la chaudière... De Charles. Ah oui, pardon. Oui, Charles, vous pouvez poser votre question si vous voulez. Merci. Merci pour toutes les infos. Mais là je relève quelque chose que vous venez de dire. Vous avez dit que si les rendements étaient bons, l'entretien n'était pas obligatoire. Légalement, le contrôle périodique PEB, obligatoire en région de Bruxelles-Capitale tous les 2 ans, comprend un entretien. Okay. Donc, en fait, quand on fait le contrôle périodique PEB, l'entretien est compris dedans et c'est bien spécifié par Bruxelles Environnement dans la réglementation PEB. Ce contrôle périodique qui vérifie effectivement que les rendements soient bons comprend un entretien. Donc, si le contrôle est bon, il doit quand même faire l'entretien. Voilà. Merci pour cette précision, ça me rassure. Donc, c'est vraiment obligatoire cet entretien. Voilà. Il y a Pierre qui a aussi une question. Voilà, c'est juste pour faire une petite mise au point à ce sujet-là. C'est-à-dire que Bruxelles Environnement impose que le contrôle de combustion se fasse pendant un entretien. Donc, il faut faire un contrôle de combustion avant l'entretien et un autre juste après l'entretien. C'est l'effet un petit peu pervers de cette loi, c'est que c'est difficile de faire un entretien de toute façon, on est obligé de faire le contrôle de combustion. Donc, parfois, c'est beaucoup mieux de faire un entretien d'une chaufferie en été, mais le contrôle de combustion doit se faire évidemment pendant la saison de chauffe. Et donc, il y a certaines situations où on est pratiquement obligé de faire 2 entretiens par an parce qu'il y a certaines chaudières qui doivent être bien démontées pour que l'entretien soit convenable. Et démonter une chaudière pendant la saison de chauffe, couper le chauffage pendant 2 jours dans un home, par exemple, ce n'est pas possible. C'est un petit peu l'effet pervers de la réglementation, c'est justement cette obligation d'entretien pendant le contrôle de combustion. Alors qu'on pourrait très bien faire l'entretien en été et avoir un excellent contrôle de combustion, par exemple, là, maintenant, aujourd'hui. Voilà. Mais Charles, a tout à fait raison. L'entretien est obligatoire pendant le contrôle de combustion. Par contre, ça doit être fait tous les 2 ans pour le gaz. Voilà. Super, merci pour ces précisions en tout cas. Et alors, j'avais aussi une petite question, si je peux. Oui. Dans tout ce qui est entretien, contrôle PEB pour les chaudières à condensation maintenant, moi j'ai l'impression de voir des tickets où les rendements de combustion sont sur PCS. C'est possible ça?
C'est possible, oui, parce qu'il y a des analyseurs de combustion qui donnent le rendement en PCS aussi. Donc c'est Oui. possible. Mais Ok. il devrait, pour bien faire, l'afficher, parce que sinon on est perdu. Il devrait le mentionner, sinon on n'a aucune possibilité. Il est mis rendement HS. Oui, Donc j'en conclus ça, mais ok. oui. C'était pour être Alors c'est sûr. d'office. Si c'est S, c'est d'office Ouais, pouvoir c'est ça. synthétique supérieur. Ça va, merci. Ok, je vois qu'il y avait. Ah oui, c'est Pierre. C'est toi qui as la main levée? Encore, ok. Ça va. Donc, quand la chaudière fonctionne, on a un rendement de combustion. Mais le problème, c'est que quand la chaudière ne fonctionne pas, donc quand la chaudière est à l'arrêt parce que la température d'eau est atteinte, la chaudière s'éteint, quand la chaudière, en saison de chauffe, quand la chaudière ne fonctionne pas et que l'eau est chaude dans la chaudière, eh bien, on a aussi des pertes, évidemment, puisque c'est un stockage. La chaudière, ce n'est qu'une boîte qui contient de l'eau chaude, donc elle se refroidit aussi quand la chaudière ne fonctionne pas. Et ces pertes-là, c'est des pertes, par contre, des pertes nettes. Alors, parfois en perte par balayage, donc ça veut dire que ce sont des pertes, c'est cette chaleur, cette eau chaude, cet air chaud qui est perdu par la cheminée, mais aussi les pertes au niveau de l'enveloppe de la chaudière. Et donc ces pertes, quand la chaudière ne fonctionne pas, elles sont relativement négligeables pour les chaudières modernes bien dimensionnées, mais pour des vieilles chaudières surdimensionnées, donc pour les vieilles chaudières qui ne sont mal isolées et fortement surdimensionnée, mais ça veut dire que la chaudière, si elle est fortement surdimensionnée, elle va fonctionner avec des cycles très courts. Elle va fonctionner avec des cycles, c'est pas tellement des durées de fonctionnement très courtes en fait. Et elle va s'éteindre pendant les plus longues périodes. Elle va s'éteindre vraiment souvent. Donc elle sera souvent à l'arrêt. Et donc si une chaudière est souvent à l'arrêt, on aura des pertes à l'arrêt qui seront, elles, plus importantes. Et j'espère que je n'anticipe pas trop sur la question voclap. On va voir. Ah, j'ai déjà donné des éléments, mais il y en a peut-être d'autres que je n'ai pas donnés, on va dire. je vous laisse peut-être imaginer de quoi dépendent les pertes à l'arrêt d'une chaudière. Donc, effectivement, j'ai déjà donné quelques éléments, mais peut-être pas tout. Donc les pertes d'énergie. Donc l'objectif ici, l'idée, c'est de regarder quelles sont quelle énergie je perds inutilement quand ma chaudière ne fonctionne pas. Il n'y a personne qui réagit, donc ça veut dire qu'il y a... Hop. Donc je vois déjà une réaction intéressante, inertie. Perte rayonnement, oui, oui. N'hésitez pas, allez-y, lâchez-vous. Je vais essayer de voir si je peux l'afficher. Ok. Ok, c'est à peu près tout. Donc effectivement, les pertes à l'arrêt dépendent de l'isolation. Oh là, de l'isolation. Alors des conduites, oui, mais là on est toujours au stade de la chaudière, donc on n'est pas encore au niveau des conduites. Mais d'isolation de la chaudière, certainement. Parce que pendant ce temps-là, on continue à circuler dans l'installation, a priori. C'est juste que la chaudière n'est pas en fonctionnement. De la qualité du clapet du brûleur. Effectivement, ça c'est un point dont je n'ai pas parlé. Donc, il se fait que... Alors, je reviens sur peut-être mon petit schéma ici, c'est ce qui est dessiné ici. Quand j'ai une chaudière, en particulier une chaudière à brûleur pulsé, j'ai au niveau de mon brûleur une entrée d'air dans ma chaudière. Donc, mon brûleur prend l'air dans la pièce et le souffle dans ma chaudière, et tout cela s'évacue par les fumées.
dans les chaudières depuis les années 80, et c'est pour ça que je n'en parle pas dans la présentation, parce qu'a priori, toutes les chaudières sont équipées de ce qu'on appelle un clapet d'air. Donc ça veut dire que quand la chaudière se met à l'arrêt, s'arrête, j'ai un clapet qui ferme l'entrée d'air dans la chaudière. Donc ça veut dire que je n'ai pas de risque, ce qu'on appelle ici de balayage, donc que la chaudière soit refroidie quand elle est à l'arrêt par de l'air ambiant. Ce qui pourrait arriver, hein, ce qui arrivait avant qu'on ait ces clapets d'air-là, parce que quand la chaudière fonctionne, j'ai ma cheminée qui est chaude, donc j'ai un effet de tirage important au niveau de ma cheminée. Quand ma chaudière s'arrête, mais cet effet de tirage, il continue en fait. Ma chaudière ne fonctionne plus, mais il y a quand même encore de l'air chaud dans la cheminée, donc on a un effet de tirage. Donc ça veut dire que cet effet de tirage aspirait tout l'air qui se trouve dans la chaudière et aspirer l'air qui se trouvait dans la chaufferie via l'entrée d'air du brûleur. Donc grâce au clapet d'air du brûleur, on n'a plus ce problème-là. Et c'est aussi pour ça, et ça je devrais peut-être revenir en arrière, pas mal, c'est aussi pour ça que, et ça je n'ai pas expliqué non plus, qu'on a pour les chaudières à condensation ce fameux coupe-tirage, c'est quand la chaudière s'arrête, on a un effet de tirage qui est, quand la chaudière fonctionne, on a un effet de tirage qui est présent. Dès que la chaudière s'arrête, cet effet de tirage continue. Eh bien, grâce à ce coupe-tirage, et le nom l'indique, eh bien l'air qui est aspiré par la cheminée, par cet effet de tirage de la cheminée, il vient non pas de la chaudière, mais essentiellement de l'ambiance de la chaufferie. C'est-à-dire que quand la chaudière s'arrête et que les fumées sont encore chaudes, on aspire beaucoup d'air de la chaufferie par ce coupe-tirage. Mais l'intérêt, c'est qu'on évite que cet air traverse, on évite que de l'air traverse la chaudière et donc se réchauffe dans la chaudière, parce que la chaudière contient de l'eau à température élevée, et que de réchauffer cet air, que l'eau de la chaudière réchauffe cet air et qui est ensuite perdu par la cheminée. Ça va, donc cet effet de... effectivement, ces pertes à l'arrêt dépendent fortement du fait que la cheminée ne refroidisse pas la chaudière. Et j'en étais... On va revenir. Alors... Il y a deux petites questions ici. Oui. Jimmy et puis Étienne. Ok. Moi, j'ai pas bien compris cet effet parce que l'exemple que vous montriez, c'était pour une chaudière atmosphérique. Mais alors, dans le cas d'une chaudière à condensation avec tubage concentrique, comment ça se passe? On n'a pas cet effet-là. Parce que là, on a vraiment un ventilateur qui extrait les fumées et quand la chaudière s'arrête, ben, le ventilateur, il s'arrête. Okay. Et donc, ça veut dire qu'on a, au niveau prise d'air, pour moi, on n'a plus... Oui, l'effet de tirage de 1 beaucoup plus faible parce que les températures de fumée sont beaucoup plus faibles. Donc c'est pour ça qu'il y a un ventilateur, c'est pour essayer d'extraire les fumées. Donc pour moi, cet effet de tirage, il est... Oui, c'est vrai qu'en pratique, on considère qu'il n'y en a pas. Mais c'est vrai qu'on pourrait encore avoir un petit effet de tirage. Cela dit, dans la majorité des chaudières à condensation, non, en fait, non, je dis une bêtise, parce que si on reprend le schéma de chaudière prémix, je dis une bêtise, mais la question me perturbe effectivement. Quand on prend une chaudière prémix, donc, on n'a que le brûleur évidemment, mais donc on a un ventilateur qui mélange l'air comburant avec le gaz. Donc si ce ventilateur-là ne tourne pas non plus, ben, on n'a même pas de gaz dans la chaudière, donc il n'y a pas d'entrée d'air possible dans la chaudière. Et au niveau des fumées, si le ventilateur, ça je reviens sur l'autre schéma, donc au niveau des fumées, donc ça c'est ce qui est dessiné ici, c'est plutôt une chaudière atmosphérique à condensation, ce qui est assez rare, mais donc, au niveau des fumées, ce ventilateur-là, quand la chaudière s'arrête, ce ventilateur-là s'arrête aussi. Donc c'est-à-dire qu'on n'a pas d'entrée d'air ici, et on n'a pas d'évacuation des fumées là-bas, donc le tirage est pour moi quasi nul pour les chaudières à condensation, quand elles s'arrêtent. Et donc ça veut dire que les pertes à l'arrêt sont quasi nulles au niveau des chaudières à condensation. Merci. Donc, si on revient, il y avait encore une autre question, je pense. Oui, je pense qu'il y en a deux encore. Étienne et puis Pierre. Oui. Oui, alors c'est juste pour dire que le compensateur de tirage est d'abord là pour assurer une stabilité de la flamme et effectivement, il contribue à diminuer le tirage dans la cheminée par ailleurs quand elle est à l'arrêt. Malheureusement, quand la chaudière est chaude,
le tirage continue à se faire malgré tout. L'effet de cheminée est un petit peu diminué par le compensateur, mais c'est tout. Voilà, une petite précision. Et donc, effectivement, là, quand on parle ici de compensateur, c'est un clapet de réglage, en fait, qui se trouve dans la cheminée, qui fait en sorte que quand la cheminée a un tirage trop important, ce clapet s'ouvre et aspire de l'air de la chaufferie. Oui, alors, il y a... Ça, je n'en ai pas parlé jusqu'à présent, effectivement. Oui, tout à fait, voilà. Le compensateur de tirage, il y a le coupe-tirage, il y a un effet... Enfin, ils peuvent être un petit peu comparés par la qualité de leur effet, finalement. Oui. Oui. Ok, voilà, c'est tout. Merci. Et Pierre? Oui, au niveau des pertes à l'arrêt, les anciennes chaudières, on essaye maintenant d'avoir des chaudières avec la plus grande capacité d'eau. Et le problème, c'est que dès que la chaudière s'arrête, on a encore une grande quantité d'eau dans la chaudière même. Alors, évidemment, cette eau va se refroidir, mais on l'a chauffée. Donc ça aussi, c'est une perte importante. Et cette perte-là existe dans les chaudières à condensation. Ce qu'il faut, c'est que dès que la chaudière s'arrête, le circulateur, par exemple, doit continuer à tourner pendant un quart d'heure pour pouvoir envoyer cette eau chaude, cette eau que l'on a chauffée et que l'on n'a pas utilisée dans l'installation. D'accord ? Et donc ça aussi, en fait, la plus grosse perte à l'arrêt, c'est ça, c'est que la chaudière est pleine d'eau chaude, et puis le brûleur s'arrête, et puis cette eau chaude refroidit. Bien sûr, cette eau chaude, quand on aura besoin de chauffage, il va falloir la réchauffer. Et ça, c'est une des plus grosses pertes à l'arrêt. Et ça, bon, toutes les chaudières sont dans ce cas-là. Parce que, bon, parfois, quand on atteint, par exemple, les 22 degrés dans un local ou les 60 degrés dans un boiler, eh bien, ça ne sert plus à rien d'envoyer toute cette eau dans l'installation. Voilà. Oui, effectivement. Pierre soulève un point également que je n'ai pas encore discuté, c'est le volume d'eau qu'il y a dans la chaudière. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a deux grandes familles. Dans les chaudières modernes à condensation, il y a deux grandes familles de chaudières. Il y a les chaudières qu'on appelle à grand volume d'eau, donc qui, comme son nom l'indique, contiennent beaucoup d'eau de chauffage, et les chaudières à faible volume d'eau, qui contiennent très peu d'eau de chauffage, donc quelques litres d'eau, même pour des puissances assez importantes. Eh bien, ces deux familles de chaudières à condensation ont des comportements assez différents. Les chaudières à grand volume d'eau ont le grand intérêt de présenter, comment je vais le dire de façon simple, elles présentent des pertes de charge très faibles. Donc ça veut dire que comme elle contient beaucoup d'eau, c'est pas facile à expliquer de façon sans rentrer dans l'hydraulique de l'installation, mais donc ce sont des chaudières qui sont vraiment prévues pour pouvoir fonctionner avec une modulation de puissance, donc avec une flamme qui est très variable et qui sont vraiment prévues pour quasi ne jamais s'arrêter en fait. Ces chaudières-là ne sont pas très adaptées. Si on veut vraiment faire un arrêt de chauffage complet la nuit et les week-ends, et même parfois en journée, ces chaudières-là ne sont pas toujours très adaptées. Mais par contre, on a grand intérêt de faciliter fortement tout ce qui est aspect de régulation, tout ce qui est aspect de... On en parlera là, vendredi. Tout ce qui est aspect de régulation, ce sont des chaudières qui sont vraiment très, très intéressantes. A contrario, il y a une famille de chaudières à faible volume d'eau. Alors, pour donner des marques, puisque ça peut parfois être parlant, il y a des fabricants qui se sont vraiment orientés pour les chaudières à grand volume d'eau, donc c'est Inis par exemple, certaines chaudières Wiesmann ont des grands volumes d'eau, et d'autres qui se sont vraiment spécialisés dans les chaudières à faible volume d'eau, donc c'est Remea pour ne pas le citer, c'est vraiment le spécialiste des chaudières à faible volume d'eau. Et bien ces chaudières à faible volume d'eau ont l'avantage de contenir très peu d'eau et donc de pouvoir s'arrêter sans perdre quasi d'énergie, puisqu'elles contiennent très peu d'eau, mais par contre sont beaucoup plus complexes à gérer au niveau de la régulation, et donc c'est parfois plus difficile de condenser dans une chaudière à faible volume d'eau que de condenser dans des chaudières à plus grand volume d'eau. Voilà, donc ce sont deux grandes familles qui ont vraiment leur spécificité. Alors, je n'avais pas prévu de rentrer dans ce détail-là au niveau de la formation, parce que le principe de
base de la condensation reste le même. Il faut une eau à basse température pour revenir dans ces chaudières-là. Et après, c'est plutôt c'est un aspect technique qui est un peu plus important, je dirais. Mais et là où on favorise les chaudières à grand volume d'eau, c'est par leur simplicité de gestion. Oui, effectivement, donc ce sont des chaudières vraiment intéressantes pour leur facilité de gestion et maximiser les chances de condensation. Mais ce sont des chaudières qui sont aussi plus chères. Donc c'est vrai qu'on en retrouve, ce ne sont pas nécessairement les chaudières les plus courantes qu'on retrouve aussi. Ça va donc, Et donc par rapport aux réactions, l'inertie, j'imagine que c'était cet aspect de grand volume d'eau, faible volume d'eau qui était évoqué. Et donc le perte à l'arrêt, évidemment s'il fait très froid dans la chaufferie, si la chaudière est hors volume protégé, c'est des pertes qui sont, tout ce qui est perte en chaufferie est en guillemets perdu. Si la chaudière est dans le volume protégé, et quelque part ce sont de la chaleur qui n'est pas totalement perdue, même si elle n'est pas au bon endroit, mais elle n'est pas totalement perdue. Voilà, je propose qu'on avance par rapport à ça, et ça j'étais quand même plus loin. Voilà, le dimensionnement d'une installation de chauffage. Pour vous donner une idée, c'est un point qui est vraiment important, et ça c'est vrai que je ne l'ai pas retrouvé nécessairement dans le WCLAP. Donc une chaudière à l'arrêt est d'autant plus longtemps à l'arrêt qu'elle est puissante. Donc ça veut dire que si elle est trop puissante, elle sera vraiment longtemps, elle aura des phases d'arrêt importantes, un nombre d'heures d'arrêt important par rapport au nombre d'heures de fonctionnement. Et donc le dimensionnement de la chaudière est vraiment un aspect important par rapport aux pertes à l'arrêt et par rapport à l'efficacité globale. Alors, on dit, et ça se justifie au niveau calcul, qu'une chaudière correctement dimensionnée doit fonctionner plus ou moins un tiers de la saison de chauffe. Donc un tiers de la saison de chauffe, une saison de chauffe c'est 5800 heures, quelque chose comme ça. Et donc en pratique, on environ le nombre d'heures de fonctionnement d'une chaudière, mais on considère qu'une chaudière bien dimensionnée fonctionne entre 1200 et 2000 heures par an. Alors 2000 heures, c'est déjà plutôt beaucoup, on se rend compte en pratique. Donc on est plutôt aux alentours des 1200, 1500 heures de fonctionnement. Ça, c'est un nombre d'heures de fonctionnement correct, courant, intéressant d'une chaudière existante. Mais cela s'explique par le fait qu'une chaudière, la puissance d'une chaudière, elle est calculée pour assurer 20 degrés de température intérieure quand il fait grosso modo moins 10 degrés dehors. Donc ça veut dire ma chaudière, et là je reviens à l'image de ma passoire de début de matinée, ma chaudière elle est dimensionnée, donc mon robinet, il est dimensionné pour assurer un débit qui compense un delta T de 30 degrés. Mais en pratique, en moyenne sur toute la saison de chauffe, on n'est jamais à ce delta T de 30 degrés. En moyenne, on est plutôt pour assurer une température intérieure de l'ordre de 17 degrés. Oui, il y a une intermittente, donc on arrête le chauffage la nuit, on arrête parfois le chauffage le week-end aussi suivant les bâtiments. On a des apports solaires, des apports internes qui permettent de ne pas chauffer, de ne pas donner toute l'énergie via l'installation de chauffage. Donc en moyenne, la température intérieure est plutôt de l'ordre de 17 degrés et la température extérieure plutôt de l'ordre de 7 degrés. Donc c'est-à-dire qu'en moyenne, sur une saison de chauffe, mon installation de chauffage, elle assure un delta T de 10 degrés, donc plus ou moins un tiers de ce pourquoi elle est dimensionnée. Donc c'est-à-dire qu'en moyenne, elle devrait fonctionner plus ou moins un tiers de sa durée, théorique de fonctionnement. Eh bien, vous allez me demander, tiens, comment est-ce qu'on peut connaître, comment est-ce qu'on peut savoir combien d'heures une chaudière fonctionne? On ne va pas se mettre avec notre chrono à côté et mesurer le nombre d'heures de fonctionnement. Eh bien, il y a des chaudières qui ont des compteurs d'heures, donc c'est quand même assez fréquent. Donc soit c'est des vieux compteurs mécaniques, soit dans les chaudières plus récentes, des chercheurs digitaux qui reprennent ce paramètre-là. Donc ça, c'est un point intéressant. Si on n'a pas ça, on peut aussi estimer le nombre d'heures de fonctionnement en prenant la consommation. Donc une consommation est exprimée en kilowattheures, et on la divise par la puissance de la chaudière. Donc cette consommation en kilowattheures divisée par une puissance en kilowatts, ça fait un nombre d'heures. Kilowattheures divisé par kilowatts, ça fait des heures. Eh bien, c'est ce nombre d'heures-là qui m'intéresse. Et ça, c'est quelque chose qui, dans les pré-checks que l'on fait avec Uruseo, on fait systématiquement. Et on se rend compte qu'on est rarement dans la plage d'heures ici que je vous annonce.
on est vraiment souvent aux alentours des 1000, 1200, mais quand même souvent inférieur à 1000. Et alors Juliette, je n'ai plus le chiffre précis des derniers pré-checks qu'on a fait ensemble, mais des quicksand qu'on a fait ensemble, mais il y a des cas où on est aux alentours des 400, 500, 600 heures de fonctionnement. Donc ça veut dire qu'on a des installations, là je vois que Charles lève la main physiquement, c'est ça qu'on a des installations qui fonctionnent avec un nombre d'heures de fonctionnement extrêmement faible. Je te laisse la parole, Charles. Oui. Juste sur ton calcul, consommation sur puissance du brûleur, ça ne fonctionne pas dans le cadre d'une chaudière à brûleur modulant. Quand tu parlais des chaudières avec deux types de brûleurs, c'est difficile si on a un régime fort et un régime bas de savoir la durée de chauffe. Oui, alors c'est pour ça que je mets bien que c'est un temps théorique de fonctionnement à puissance nominale. Effectivement, on considère qu'elle fonctionne, enfin, que c'est la puissance nominale de la chaudière qui m'importe au niveau du calcul. Donc, effectivement, en pratique, elle fonctionnera beaucoup plus que ça si c'est une brûleur modulant. Mais ce qui m'intéresse ici pour l'exercice, c'est de calculer le nombre d'heures théoriques à puissance nominale, effectivement. Et donc ça, c'est vraiment un petit calcul tout bête à faire. Hein. Quand on a les consos, on a la puissance de la chaudière, on fait ce calcul-là, et on a une première idée. Alors, ce n'est pas un calcul de dimensionnement, attention. Hein. Donc, si vous remplacez votre chaudière, ne faites pas ce calcul-là pour dimensionner la nouvelle chaudière. Sinon, vous serez à côté de la plaque et vous risquez d'avoir de gros problèmes. D'ailleurs, si j'ai un peu des frissons maintenant, c'est un peu à cause de ça. Parce que notre chauffagiste ici, c'est basé sur chauffagiste au bureau, c'est un peu basé sur ça pour redimensionner la chaudière, et c'est un peu limite. Mais ça c'est un petit détail. Le bureau d'études le plus mal loti, enfin, ces cordonniers les plus mal chaussés, ben, c'est un petit peu ça qui se passe parfois. Donc c'est un calcul vraiment intéressant à faire, mais c'est une première idée, une première image d'une situation existante. Ça ne permet pas de tirer des conclusions par rapport à une nouvelle installation, évidemment. Voilà, et donc là j'avais encore un petit vocab à vous proposer. Et là, c'est un petit calcul de votre part. Donc ça veut dire que je vous donne ma chaudière qui fait 100 kW. Si je consomme 12 357 m3 de gaz, quel est le nombre d'heures théoriques de fonctionnement du brûleur à puissance nominale? Et donc, à vos calculettes, alors il n'y a pas de grand piège, mais ça nécessite un petit calcul quand même. Quel calcul pour un gaz riche, un gaz pauvre, du propane, Alors on est à Bruxelles et donc un gaz pauvre. Soit vous avez ici je me suis basé sur une valeur, parce que je devine la question qui est derrière, quel kilowattheure j'associe au mètre cube de gaz, hein, c'est ça la question, j'imagine. Oui, effectivement, c'est la petite astuce au niveau du calcul, c'est qu'il faut d'abord convertir ces mètres cubes de gaz en kilowattheure. Et ici, prenez 10. Alors on sait bien que c'est jamais 10, que c'est un petit peu plus ou un petit peu moins suivant la période de l'année. Mais prenez 10. C'est plus facile au niveau du résultat. Et donc là, ça devrait aller vite a priori. Je vois qu'il y a 3 personnes qui ont répondu. 4. Donc ici, mes mètres cubes de gaz. Mais dans un mètre cube de gaz, j'ai 10 kWh. Donc j'ai ici 123 000 kWh divisé par 100. Donc si j'affiche, attendez, on va afficher les réponses. Ah. Donc là on a 12 000 heures. Sinon, c'est dommage qu'on ne sait pas zoomer, tiens. Sous les réponses. Ah voilà, on a les réponses. Donc on est effectivement, hein, donc le chiffre exact, mais c'est les 123 570 divisé par les 100, mais donc on est à 1236 ou 135,7. Effectivement, c'est tout bon. Voilà, c'est le calcul de base, donc c'est le tout mini piège des mètres cubes de gaz en kilowattheure. Ah, c'est pas ça que je voulais faire, pardon.
Voilà. Et donc, repérer un surdimensionnement, je vous ai dit, temps de fonctionnement annuel, alors c'était 1200 heures ici, donc au vu de la pratique courante, si on est en dessous des 1000 heures de fonctionnement, c'est qu'il y a pour moi un réel surdimensionnement très facile à faire. L'impact du surdimensionnement des chaudières, c'est évidemment mes pertes à l'arrêt, c'est pour ça qu'on l'a envisagé, mais c'est aussi, si la chaudière est surdimensionnée, elle va s'allumer et s'éteindre fréquemment, donc on a clairement une usure prématurée à craindre de ma chaudière. Comme on dit avec Juliette, on a vraiment un surdimensionnement très important, récurrent, et si vous avez plusieurs chaudières, et donc beaucoup ont répondu sur le fait qu'il y avait plusieurs chaudières dans vos chaufferies, mais dans plein de chaufferies où il y a plusieurs chaudières, on peut souvent mettre une chaudière à l'arrêt pendant la majorité de la saison de chauffe. Donc c'est vraiment intéressant parce que si on met une chaudière à l'arrêt, ça veut dire que c'est une chaudière qui n'est plus traversée par de l'eau chaude et donc qui ne perd plus d'énergie. Donc là, il y a un gain réel à réaliser cette mesure-là. Et l'autre point d'attention, c'est que si on a un changement de chaudière qui est prévu et que vous voyez que vous êtes en dessous des 1000 heures de fonctionnement en situation actuelle, il faut vraiment faire attention, vraiment redimensionner l'installation pour que la nouvelle chaudière corresponde bien à la puissance dont on a besoin et éviter de mettre la même puissance que la puissance installée actuellement. Donc ça, c'est un point vraiment important et je vous montrerai comment on peut avoir cette idée de dimensionnement. Et donc, nous vient à la notion de rendement saisonnier d'une chaudière, rendement saisonnier de production. Donc le rendement saisonnier, c'est le rendement sur une saison complète. Donc c'est toute l'énergie qui est transmise à l'eau divisée par toute l'énergie qui est consommée par ma chaudière. Et donc ça tient compte de toutes les pertes à l'arrêt de ma chaudière. Et donc ça peut se calculer. Donc ça peut se calculer via un outil Excel sur Énergie Plus. Ça peut se mesurer, donc avec la réglementation PEB maintenant pour des chaudières, des chaufferies plus importantes, on a d'office un compteur de chaleur sur l'eau et on a un comptage de l'énergie qui rentre dans la chaudière, donc un compteur de gaz. Eh bien non, on peut calculer sur base de mesures le rendement saisonnier d'une installation de chauffage et c'est vraiment intéressant à faire. Donc c'est pour ça que la réglementation nous impose ce compteur de chaleur, c'est pour pouvoir faire ce calcul de rendement saisonnier de façon précise et réelle. Voilà, et le surdimensionnement des chaudières a un impact important au niveau du surdimensionnement, et on voit que mes chaudières gaz atmosphériques, les vieilles chaudières gaz atmosphériques, on peut avoir des rendements saisonniers vraiment, vraiment faibles, et même des chaudières à condensation, on peut avoir des rendements saisonniers inférieurs à 100%, donc ça veut dire que ma chaudière condense mal, on a des rendements qui sont potentiellement vraiment, vraiment faibles. Et même une chaudière, ça c'est peut-être un petit point un petit peu plus spécifique, même une chaudière à condensation qui condense vraiment, elle ne condense pas 100% du temps, elle a aussi des phases d'arrêt, de démarrage. On a un certain volume d'eau dans la chaudière, cette énergie est perdue quand la chaudière s'arrête. Donc mon rendement saisonnier, par rapport au rendement de combustion, mon rendement de combustion, s'il est de 100, 108, 110%, mon rendement saisonnier, il dépasse rarement les 103%. Donc ça, c'est des ordres de grandeur, de valeurs courantes rencontrées sur le terrain. Voilà, et on se refait un petit bouclap. Et donc, par rapport au remplacement de la chaudière, et par rapport à la puissance de la chaudière, comment est-ce qu'on peut choisir la puissance, comment est-ce qu'on peut déterminer la puissance d'une nouvelle chaudière? Et donc là, je vous laisse un tout petit peu de temps pour réagir par rapport à ça. Donc, il y a la puissance des radiateurs, une puissance par mètre cube de volume chauffé, il y a une puissance par mètre carré de surface de plancher, et en considérant l'âge du bâtiment, donc avec des grilles en fonction de l'âge du bâtiment, on a des puissances en fonction de la surface de mètre carré de surface de déperdition, donc ça veut dire ça c'est la surface globale de l'enveloppe, aussi suivant l'âge du bâtiment.
Donc, la tendance se dessine. Eh bien, je peux vous dire qu'il y a... Alors, j'aurais pu rajouter un 6e point sur base de la puissance de la chaudière actuelle, mais je viens de dire que c'est pas comme ça qu'il faut faire, donc évidemment, ça ne se fait pas. Mais en pratique, on constate sur le terrain qu'il y a quand même beaucoup de chauffagistes qui ne prennent pas la peine de redimensionner une nouvelle chaudière. Et donc, il y a beaucoup de chauffagistes qui, en plaçant une nouvelle chaudière, utilisent la puissance existante. Et donc se basent sur la puissance déjà installée. Et donc ça, évidemment, si on est surdimensionné, on sera à côté de la plaque. Il y a encore pas mal de chauffagistes qui utilisent la règle des watts par mètre cube. Alors ça, c'est une règle qu'on utilisait du temps de chez mes grands-parents. Quand aucun bâtiment n'était isolé, effectivement, on pouvait se fixer une règle de puissance par mètre cube. Mais ça, ce n'est plus d'actualité. Maintenant, on sait bien que les déperditions sont liées au niveau d'isolation du bâtiment. Donc un bâtiment bien isolé aura des pertes sensiblement moins importantes qu'un bâtiment qui n'est pas isolé. Et donc, il faut nécessairement actuellement faire le calcul via les déperditions et le calcul qui passe par les déperditions via les parois et les pertes par ventilation. C'est vraiment pour moi un point indispensable. Et je vous avoue que Alors, il y a une obligation de dimensionner la chaudière qui est exigée au niveau de la PEB, si je ne me trompe. Eh bien, je serais vraiment curieux de savoir quel chauffagiste fait son dimensionnement sur base des déperditions réelles. En tout cas, des quelques coups de sonde que l'on a à gauche et à droite. Ça n'a jamais été le cas, en tout cas. Donc voilà, je serais curieux éventuellement d'avoir un retour si l'un ou l'autre peut partager son expérience par rapport à ça. Mais en tout cas, ça c'est mon constat de terrain. C'est que visiblement, vous êtes bien conscientisé à ça, mais les chauffagistes, c'est pas ça qu'ils appliquent en tout cas. Donc ça c'est vraiment pour moi un point important. Le dimensionnement réel, effectivement, se fait en tenant compte des pertes. Alors c'est une formule un peu farfelue, mais qui tient compte des pertes par transmission. Donc ça c'est le niveau d'isolation de mes parois. C'est les déperditions par ventilation et par inétanchéité à l'air. Et ça, c'est un petit facteur de surpuissance de relance. Donc, ça veut dire que pour le lundi matin, pour avoir chaud dans le bâtiment, j'ai intérêt, si j'ai coupé le chauffage tout le week-end, à relancer l'installation et à prévoir une petite puissance de relance supplémentaire pour pouvoir récupérer une température correcte dans mon bâtiment. Donc, je ne vais pas rentrer en détail par rapport à ça. Je ne pense pas que ce soit... on a d'autres choses plus intéressantes à voir par rapport à cela. Je vois qu'il y a quand même pas mal de réactions de Cédric qui a baissé la main. Mais Pierre, oui. Ah, Pierre aussi a baissé la main. Charles, alors qu'il reste. Oui, juste sur ce que tu viens tout juste de dire à l'instant, tu dis qu'il faut une surpuissance pour le lundi matin. Est-ce que c'est intéressant de prévoir une surpuissance pour le lundi matin ou de jouer sur la régulation et de faire chauffer un peu plus tôt, du coup à un régime un peu inférieur? Alors, je vais te répondre de façon très théorique. Donc en fait, la chaudière est prévue pour qu'il fasse bon à l'intérieur, donc 20 degrés à l'intérieur, quand il fait très froid dehors. Donc moins 7 degrés dehors pour Bruxelles. Je crois que c'est moins 7. Ça veut dire que si on a réellement un week-end où il fait moins 7 degrés tout le week-end, alors ça n'arrive pas souvent, je suis d'accord, eh bien en fait, la chaudière, avec son dimensionnement normal, quand il fait moins 7 degrés dehors, elle fonctionne tout le temps, en fait, elle ne s'arrête jamais. Elle n'est pas censée s'arrêter. Donc ça veut dire que le lundi matin, si on a coupé le chauffage le week-end, le lundi matin, c'est impossible de récupérer une température correcte. Voilà, je ne sais pas si je réponds un peu par l'absurde, mais donc ça veut dire que, exceptionnellement, si on ne prévoit pas cette surpuissance de relance, exceptionnellement, on devrait laisser l'installation fonctionner tout le week-end pour maintenir une température de 20 degrés tout le week-end. Voilà. Effectivement, c'est très exceptionnel. Donc en pratique, ce facteur, cette surpuissance de relance n'est effectivement pas très pertinent si on a une régulation intelligente derrière qui peut anticiper la relance. Et donc ça, on y viendra, ces aspects-là, au niveau de la régulation, j'en toucherai un mot. Oui. Cédric a levé la main également. Oui, dans cette formule qu'on vient de voir, je ne sais pas d'où elle sort, mais on ne tient pas compte du type d'émetteur. Je prends le cas de ma crèche où c'est le chauffage au sol. On ne tient pas compte
si c'est des radiateurs, des convecteurs, du chauffage au sol, on ne tient pas compte de ce genre de choses pour le calcul du dimensionnement de la chaudière? Alors, pas dans cette formule ici. Maintenant, ce qui se cache derrière, c'est un peu plus complexe que ça, effectivement. Mais ici, c'est vraiment pour dimensionner la puissance brute de la chaudière, quel que soit le mode d'émission. En fait. Donc non, ici, effectivement, le but n'est pas de... On ne tient pas compte du mode d'émission, mais c'est clair que le calcul est quand même plus sophistiqué. Le calcul pratique est un peu plus évolué que ce qu'on a affiché ici via la formule. Parce qu'il s'applique local par local, notamment, et qu'on a si on a un local qu'on peut avoir à 16 degrés, le local à côté à 20 degrés, on a des déperditions interlocaux aussi. Donc le calcul est un tout petit peu plus évolué que cela. Et il y a d'ailleurs un outil de calcul, et c'est l'extrait que j'ai, le tableau ici, en fait, il vient du CSTC. Donc le CSTC, le Centre scientifique et technique de la construction, a développé un outil de calcul qui permet de faire le dimensionnement selon la norme, donc qui est l'outil qui devrait être recommandé. Je vous avoue que nous, on utilise plutôt un autre outil d'Énergie Plus qui est simplifié et qui est un peu plus digeste, en fait. Je pense que je vous ai repris le lien ici un peu plus loin, en fait. Voilà. Donc l'outil ici, donc sur la présentation, vous aurez accès au lien ici. Donc c'est une feuille Excel du CSTC, et ça c'est une feuille Excel d'Énergie Plus qui est celle affichée ici à droite, qui est un outil d'aide, alors qui n'est pas initialement destiné au dimensionnement de la chaudière, mais qui a été adapté pour pouvoir faire un dimensionnement approximatif, hein, donc n'est pas au demi-kilowatt près, mais qui permet d'avoir un dimensionnement approximatif de la chaudière, mais qui est largement plus précis et largement plus intéressant que de prendre la puissance de la chaudière actuelle ou d'utiliser un ratio de watts par mètre carré ou par mètre cube, comme le font encore malheureusement les chauffagistes. Je vois que la main de Pierre est encore levée. Je ne sais pas si vous avez encore une question. Oui, mais c'est un autre Pierre. Donc moi, c'était justement, peut-être que vous avez répondu ici. Moi, c'était vraiment l'outil qu'on peut utiliser pour calculer cette déperdition. Donc, si on connaît la déperdition, ça nous permet donc de calculer le dimensionnement. Mais c'est quand même, voilà. Donc ce que vous venez de présenter, en fait. Oui, c'est ça. Donc, c'est la feuille Excel qu'on a ici à droite. Oui, mais c'est assez. Ça prend un peu de temps. Oui, mais c'est pas ça. Mais je veux dire, donc, c'est pas objectif. Je veux dire, on obtient une estimation, c'est pas un truc réel, quoi. Donc, on n'est pas certain. Donc, on n'a pas d'outil imparable permettant de calculer justement cette déperdition. Donc, on doit faire une évaluation, une estimation. Donc, c'est un outil théorique, mais la norme est très proche de ceci. Hein. Donc le calcul selon la norme officielle, dont je n'ai pas repris la référence ici, mais je l'avais, non ? Voilà, la EN 12831.1, la norme, c'est un calcul théorique qui est très très proche du calcul qui est ici. Donc on mesure les surfaces, on calcule la valeur U de chacune des surfaces, et allons-y, quoi. Ok, d'accord. Donc ça reste très très théorique. Ouais. Et c'est du boulot, ça aussi. Et ça demande un peu de temps parce qu'il faut refaire un métrique complet et il faut calculer toutes les valeurs U de toutes les parois. Ouais. Ça. Et donc, il n'y a aucun chauffagiste qui fait ça, en fait. C'est ça le principe. Mais on se rend compte que s'il le faisait, il pourrait mettre des chaudières parfois 2 fois moins puissantes que ce qu'ils mettent. Donc, il y a quand même un gain au niveau du coût, parce que une chaudière de 50 kW au lieu d'une chaudière de 100 kW, ça coûte un peu moins cher. Et alors après, au niveau efficacité, la chaudière de 50 kW, elle pourra quand même fonctionner sur une plage de puissance beaucoup plus adaptée aux besoins du bâtiment que ma chaudière de 100 kW. Donc, au niveau de son fonctionnement futur, il y a un gain en rendement qui sera atteint si ma chaudière est bien dimensionnée. Que pas. Donc, oui, je vois qu'il y a encore une main levée, mais je ne sais pas qui, par contre. Oui, c'est l'autre Pierre. Okay. Alors, ce calcul prend effectivement du temps. Pour un bâtiment d'une quinzaine de pièces, pour une dizaine, ça prend quand même à peu près 16 heures de travail. Alors, tant que les devis seront gratuits, je ne vois vraiment pas
pourquoi un chauffagiste prendrait 2 jours de travail pour calculer précisément la puissance de la chaudière, alors qu'on sait très bien que de toute façon, pour ce qui est des chaudières de moins de 30 kW, eh ben, on n'a pas tellement le choix, quoi. Je dirais, les fabricants commencent à faire des chaudières de moins de 20 kW, mais elles sont quand même assez rares et souvent plus chères que les chaudières de 24 kW. Donc, pour ce qui est des petites, bon, voilà, c'est comme ça. Pour ce qui est des plus grandes, je conseille vraiment de faire appel à un bureau d'études pour pour rédiger un cahier des charges et pour faire ce calcul des déperditions et ne pas prendre n'importe quel chauffagiste, parce qu'en général, il ne faut pas se leurrer, hein, ils prennent la fiche technique de la chaudière installée et ils proposent une chaudière de même puissance. Même si, par exemple, le simple vitrage a été remplacé par du double vitrage il y a 20 ans et que la toiture a été isolée il y a 10 ans. Voilà. Tout ça pour me mettre un petit complément d'information par rapport à ce calcul des déperditions par les chauffagistes. Oui, merci Pierre, effectivement. Juste pour te dire qu'il est midi 17. Oui, oui, effectivement, je vois désespérément le temps qui passe. Merci Juliette. Ok, donc ça vaut vraiment la peine de dimensionner en tout cas sa nouvelle chaufferie. Ça, pour les plus gros bâtiments, c'est vraiment nécessaire. Donc je confirme tout à fait ce que Pierre vient de dire. Faites faire le calcul avant. Tout architecte qu'il soit est capable de faire un métré et de déterminer les valeurs U. Et c'est 90% du calcul. Donc le reste, vous pouvez le faire vous-même. Donc c'est vraiment... Oui, Charles avait encore une question? Non, c'est pas vers nous qui lève la main. Voilà, alors quelques petits mots par rapport à la réglementation. Alors c'est pas du tout ma tasse de thé, c'est pas l'objectif non plus de la formation. Mais donc notre réglementation chauffage PEB, elle découle de directives européennes qui étaient transcrites au niveau de la Belgique et de Bruxelles en particulier. Et cette réglementation chauffage, on retrouve 3 grands axes. On a des exigences réglementaires, on a des actes réglementaires et il y a tout un volet agrément qui existe également. Toute installation de fonctionnement d'installation de chauffage qui distribue, alors il y avait une limite de 20 kW mais qui a sauté récemment en 2019, mais toute installation de chauffage classique à eau rentre, quel que soit le combustible, liquide ou gazeux, rentre dans la réglementation. Et au niveau de l'agrément, on retrouve ici qu'il y a différents types de systèmes de chauffage en fonction de la puissance en chaufferie, donc soit une puissance de moins de 100 kW, soit une puissance de la somme de toutes les chaudières de plus de 100 kW, et en fonction de ça, on a différents agréments. Alors, voilà, donc au niveau des contrôles périodiques annuels pour le mazout, on a dit tout à l'heure tous les 2 ans pour le gaz, parce que ça a été changé également en 2019, et un outil de diagnostic, donc ça veut dire un outil un peu plus global au niveau de l'installation de chauffage et du bâtiment pour les chaudières de plus de 5 ans d'âge, donc quand on a uniquement des puissances en chaufferie installées de plus de 100 kW. Voilà, donc je n'ai pas grand-chose à rajouter par rapport à ça. Juste attirer l'attention pour plusieurs points, parce qu'on constate qu'en pratique, ça pose quelques petits soucis. Donc calorifugage des conduits et accessoires, donc la réglementation impose que tout ce qui est conduit et accessoires qui n'étaient pas isolés ou insuffisamment isolés soit isolé. Donc ça c'est en chaufferie. Mais entre nous, quand on peut voir les économies qu'on peut faire en isolant des tuyaux, ça ne devrait même pas être obligatoire, ça devrait être fait partout. Le carnet de bord qu'on ne retrouve pas systématiquement en chaufferie, donc c'est un carnet qui décrit, qui reprend tout ce qui est attestation périodique, donc attestation de contrôle, documentation technique de la chaudière, et ce qu'on aime bien voir aussi, c'est le paramétrage des chaudières et les évolutions de ce paramétrage dans le temps, donc de voir s'il y a eu des modifications de réglage au niveau de la régulation, ce qu'on ne voit vraiment pas souvent. Obligation de comptage sur les combustibles, mais suivant la puissance aussi, sur le comptage de chaleur sur l'eau.
qui est obligatoire, et last but not least, mais qu'on ne voit pas beaucoup non plus en pratique, c'est la comptabilité énergétique. Donc de tenir une comptabilité énergétique de base. Et là, nous, je vous avoue qu'on utilise beaucoup Energy ID, donc qui est un petit outil très basique, gratuit sur Internet, mais qui est très intéressant quand on ne veut pas y passer des heures tous les mois. Donc voilà, je vous invite à faire une comptabilité énergétique de base facile. Il vaut mieux une comptabilité énergétique de base, mais qui est tenue régulièrement, qu'une comptabilité qu'on voudrait plus évoluer, mais qui est tenue à jour beaucoup plus aléatoirement. Voilà. Donc, vaut mieux un petit outil simple comme Energy ID qu'un Excel tordu qu'on ne va pas compléter systématiquement. Un petit mot par rapport à la ventilation en chaufferie. Donc on en a vaguement touché un mot tout à l'heure, mais l'air comburant dans les grosses installations, il est quasi toujours pris dans la chaufferie. Donc ça veut dire que ces chaufferies d'une certaine puissance, elles doivent nécessairement être ventilées, donc au-dessus de 70 kW. Et pour les chaudières de moins de 70 kW, mais ça dépend un petit peu du type de chaudière que l'on a, mais les chaudières ventouses, eh bien les chaudières ventouses de moins de, alors c'est 30 ou 35 kW, j'ai une hésitation, mais ne nécessitent par exemple pas de ventilation du local, que les chaudières de plus de 30, je crois que c'est 30 kW la limite, les chaudières de plus de 30 kW requièrent quand même une ventilation minimum, même si c'est une chaudière ventouse. Voilà, alors ça c'est aussi un point qui en pratique pose de temps en temps souci, où on constate qu'on n'a pas nécessairement des grilles de ventilation, pas nécessairement une ventilation conforme à la norme. Alors le problème c'est que la norme est devenue vraiment très complexe depuis 2019 pour le calcul du débit de ventilation. Donc avant on avait une petite règle très basique, maintenant il faut faire un calcul un peu plus compliqué, donc je n'avais pas envie de passer 20 minutes là-dessus maintenant, donc je vous ai épargné ce petit calcul-là. Mais sachez qu'en pratique, on voit de temps en temps des attestations de contrôle où on précise que la ventilation est conforme et qu'en pratique, on ne voit pas trop cette ventilation en place. Donc il y a des chauffagistes qui cochent assez facilement cette case-là sous l'attestation d'entretien, mais qui n'est pas toujours réglementée. À savoir que pour brûler, ça je pense que c'est un petit chiffre qui est un peu percutant, pour brûler un mètre cube de gaz ou un litre de mazout, ben, il faut 10 mètres cubes d'air. Donc ça veut dire qu'on a quand même besoin d'un air comburant de qualité, donc il faut nécessairement quand même que cet air comburant, que s'il est pris dans la chaufferie, que la chaufferie soit suffisamment ventilée. Donc, les autres critères ici, pour moi, ont quand même un peu moins de sens. Avec des chaudières bien isolées, on arrive quand même rarement à plus de 40 degrés dans les chaufferies. Enfin, chaudières et tuyaux bien isolés, je veux dire. Voilà, donc je n'avais pas grand-chose à dire. Je vois qu'il y a une main levée de Pierre. Décidément, les pierres tiennent le crachoir. Oui, les pierres tiennent le crachoir. Une petite question, le calcul, là, donc je vois, donc c'est 10 mètres cubes d'air pour brûler 1 litre, 1 kilo ou 1 mètre cube de gaz. Donc 1 mètre cube de gaz correspond à 1 litre? Donc le contenu énergétique d'un mètre cube de gaz est identique à 1 litre de mazout. Oui. Donc c'est 1 litre de mazout ici. Oui, donc 1 litre de mazout donc, correspond à 1 mètre cube. Oui. Donc le contenu énergétique d'un litre de mazout correspond à 1 mètre cube de gaz, et grosso modo, dans les deux cas, il faut plus ou moins 10 mètres cubes de gaz. Donc, ça veut dire donc pour un kilowatt égal, donc le mazout utilise beaucoup plus d'air. A besoin de beaucoup. Parce que c'est dans un litre de mazout, il y a la même chose qu'un mètre cube de gaz. Okay. Donc 10 kWh de mazout, donc 1 mètre cube de gaz et 1 litre de mazout, ça fait 10 kWh. Ah ben ça, je ne savais pas. Ah ben c'est chouette, vous avez appris quelque chose. Oui, tout à fait. Mais écoute, merci. 1 litre de mazout égale 1 mètre cube de gaz égale 10 kWh. Plus ou moins, hein, on n'est pas à 3% près. Ok, merci. Voilà, donc micros aspects réglementaires, et là où je pense que ça a plus de sens, c'est de parler un petit peu de distribution de chaleur, et puis à mon avis, il sera tout doucement temps pour aujourd'hui. Donc distribution de chaleur, c'est l'eau entre ma chaudière et mes émetteurs de chaleur. Et donc toute cette eau qui parcourt des espaces non chauffés, ben, c'est de l'énergie qui est directement perdue dans des espaces pas chauffés, mais aussi dans des espaces chauffés, ben, on chauffe des espaces qui ne doivent pas nécessairement être maintenus à une certaine température. Alors, quelques petites photos de ce qu'on peut constater en pratique. Alors, la photo de moins bonne qualité est celle qui est ici en bas.
C'est un collecteur qui a été fait et mis en service. Alors, c'est une photo que j'ai prise il y a 4 ans, quelque chose comme ça, 4-5 ans. J'étais avec Muriel, donc qui maintenant est chez Bruxelles, qu'on a vu ce matin. Et on a constaté ça en chaufferie. Donc, on a encore des collecteurs qui sont faits maintenant, qui ne sont absolument pas du tout isolés. Alors, je ne vais pas dire que c'était à Charleroi, mais bon, ce serait méchant. Mais donc, il y a encore des entourloupes, c'est méchant, je suis d'accord, c'est pas bien. Il y a encore des entourloupes, des entrepreneurs qui parviennent à éviter de chauffer des collecteurs. Et quand on voit l'énergie qui est perdue par des tuyaux d'eau chaude, eh bien, je vais vous laisser faire le calcul vous-même, et ce sera les 5 dernières minutes. Mais regardez ce qui perd par de l'eau chaude. Donc un tuyau DN100, donc un peu qu'on a sur le collecteur. Eh bien, DN100, si vous avez une température ambiante de 20 degrés et une température d'eau de 60 degrés, donc ça fait un delta T au R de 40 degrés, mais ce tuyau-là perd 152 watts par mètre de tuyau. Et donc là, je vais directement brancher sur le WooClap et je vous propose qu'on termine la matinée. Ça. Donc si j'ai, et c'est une calculette à faire par vous également, donc dans une cave à 10 degrés, on a des tuyaux de chauffage de mon collecteur qui ne sont pas isolés, 8 mètres au niveau du collecteur en DN100 à 70 degrés, et 5 circuits. Alors j'ai facilité le Schmilblick, 5 circuits, et je n'ai pas mis le DN, mais vous prenez le DN 40, départ-retour d'une longueur de 2 mètres, véhiculant de l'eau à 50 degrés. Quelle est la déperdition de la chaleur dans la cave? Et donc c'est-à-dire qu'on doit prendre le petit tableau ci avant. On ne va pas y passer 3 heures, hein, mais si quelqu'un a une petite réponse. Non, on n'y passe pas du temps. Je vois des noms qui se font. Bon, mais vous pouvez faire le petit calcul, ou en faire en devoir pour vendredi, n'importe. Donc c'est un petit calcul intéressant, et effectivement, attendez, j'ai quand même affiché la réponse ici. Donc pour ce collecteur-là, ah zut, pardon, j'ai poussé sur le mauvais bouton. On est à 3268 watts. Donc ça veut dire 3 kW. 3 kW, c'est un gros radiateur qui est chaud, mais super chaud. Donc ça veut dire que mon collecteur qui est en cave, il a une déperdition catastrophique. Alors, faites ces 3 kW là, faites le petit calcul, 3 kW toute la saison de chauffe, parce que ce collecteur il est chaud toute la saison. Donc 3 fois un peu moins de 6000 heures, donc si on compte 6000 heures, 3 kW fois 6000, ça fait 18 000 kWh. 18 000 kWh, c'est ça, je ne me trompe pas? 18 000 kWh à 6 centimes du kWh, donc 18 000 kWh fois 6 centimes, ça fait 1000 euros. Hein. Donc ce collecteur-là par an, ça fait, sur ma saison de chauffe, ça fait 1000 euros qui est perdu dans ma cave. Donc, il y a un réel intérêt d'isoler les tuyaux. Ça, j'espère que... Est-ce qu'on peut montrer la formule ou expliquer vite fait? Donc en fait, oui, je n'ai pas remis la formule précise, mais donc on se base ici, je vais le réexpliquer. Donc on a partie DN100 du collecteur, donc on est sur cette colonne-ci. On a l'air à 10 degrés, ça c'est mon air dans ma cave. On a de l'eau à 70 degrés, j'avais mis dans l'exercice. Donc on a un delta de 60. Donc ça veut dire qu'on a 246 watts de déperdition pour 8 mètres de tuyau, donc c'est 246 fois 8. Ça c'est une première partie du calcul. Et dans l'autre partie du calcul, j'ai 5 fois 2 mètres de tuyau, donc j'ai 10 mètres de tuyau de DN 40, avec les mêmes conditions de déperdition. Ah non, j'ai une température d'eau de 50 degrés, je crois, dans l'exercice, c'est ça? Je ne vois pas l'exercice sous les yeux, mais donc j'ai un delta T de 40, et donc j'ai 10 fois 65, donc 650 watts en plus. Je me suis trompé ou c'est...
ou c'est bon? Oui, moi j'aurais 2618 en faisant ça. Bon, je reverrai mon calcul pour la prochaine fois. Alors. mais il y avait un problème dans mon énoncé, il n'y avait pas le diamètre des circuits secondaires. Donc l'erreur est peut-être là, c'est peut-être pas des N50 que j'ai pris à la base. Mais donc en tout cas, ma déperdition est monstrueuse. Ça, je pense que c'est l'adjectif qui convient. Oui. Alors si je suis dans un espace chauffé, donc ça c'est un bâtiment à Evere, un bâtiment communal de la commune d'Evere, où j'avais un petit local, un petit bureau qui est aménagé dans cet espace-là. Eh bien, l'occupant était fier de nous dire que sa vanne thermostatique était toujours sur hors gel et qu'il faisait super bon dans son local en permanence. Mais on a dire que c'était intéressant d'isoler les tuyaux et d'utiliser sa vanne thermostatique, parce que là, il doit quand même nous dire que de temps en temps, il devrait ouvrir la fenêtre parce qu'il faisait trop chaud. Donc, voilà. Donc, la chaleur, c'est mieux quand elle est émise de façon contrôlée, et donc c'est mieux de la faire émettre par des radiateurs que par des tuyaux qu'on ne contrôle pas du tout. Voilà. C'est juste qu'ici, au niveau du calcul, on ne sait pas trop chiffrer, c'est difficile de chiffrer quel est l'intérêt d'isoler ces tuyaux aussi, puisqu'il y a quand même une partie de la chaleur qui est réellement utile, quoi. Oui, Charles. Je me fais l'avocat du diable sur ce coup-là. La législation PEB impose d'isoler des tuyaux dans les locaux qui sont non chauffés, mais pas dans les locaux qui sont chauffés. Donc, techniquement, c'est intéressant de le faire. Légalement, il n'y a aucune obligation d'isoler ce fameux tuyau de chauffage, puisque c'est un local qui est censé être chauffé. Oui. Je me fais juste l'avocat du diable là-dessus. Hein. Très bien, très bien. Mais effectivement, et moi je me fais le contre-avocat, c'est que quand on fait les quick scans avec Juliette et Muriel, eh bien systématiquement on essaie d'identifier tous les tuyaux dans les volumes chauffés qui ont un certain diamètre, et on préconise d'isoler tous ces tuyaux-là en fait. Et c'est souvent dans les couloirs, il y en a des kilomètres, dans les cages escaliers, il y en a plein aussi. Donc c'est chaque fois des tronçons qui peuvent être facilement isolés. Le gain n'est pas facile à calculer, mais il est réel. Donc, alors les vannes, on a aussi un problème au niveau des vannes, c'est que une vanne, ça perd aussi pas mal d'énergie quand c'est pas isolé, donc ça vaut vraiment la peine de les isoler. C'est juste que le matelas, on voit qu'il y a des jolis matelas préfabriqués ici, ça coûte sensiblement plus cher malheureusement que d'isoler 1 mètre de tuyau, donc c'est un peu moins rentable d'un point de vue énergétique. Donc la rentabilité tourne généralement aux alentours de 4 à 6 ans, mais ça reste un temps de retour très très intéressant malgré tout. Donc pour moi, les vannes valent vraiment la peine d'être isolées. Et donc on voit ici sur le schéma qu'il y en a certaines qui n'ont pas été isolées, et j'ai une autre photo où on voit ces jolis matelas qui traînent dans le coin de la chaufferie. C'est le chauffagiste qui, pour une raison ou d'une autre, a démonté le matelas et ne l'a pas remis correctement, ne l'a pas remis après l'avoir démonté. Ben voilà, c'est dommage, on a fait un investissement qui après a été mis presque à la poubelle. Voilà, j'avais fait un petit voclap avec ça, mais c'est pas bien important. Et celle-là, on l'a déjà vue. Hein, voilà. Et donc, ça pourrait ressembler à ça. Un collecteur bien isolé, donc ça veut dire où on ne voit pas 1 cm² de tuyau chaud. Ça, c'est la belle image. Alors, pour l'anecdote, à gauche, c'est pas du chauffage. Hein. C'est de l'eau glacée, en fait. Donc, c'est un collecteur d'eau glacée, alors qui, lui, doit être isolé jusqu'au centimètre carré près. Parce que sinon on a des problèmes de condensation, et donc là on est particulièrement vigilant pour des réseaux d'eau glacée, à savoir que c'est possible de faire la même chose pour du chauffage aussi. Et là la photo de droite est un peu moins claire, mais c'est aussi très très bien fait sur la photo de droite. Voilà, donc ça, pour moi, chaque centimètre carré de tuyau qui n'est pas isolé, en particulier hors volume chauffé, doit être traqué. Alors je vois qu'il y a encore une main levée, mais je ne sais pas qui, donc je ne sais pas si... Cédric. Oui, effectivement. En fait, je regardais en fait la législation, et c'est dans l'arrêté exigence, dans l'annexe 3, il y a tout ce qui est calorifugage, chauffage et climatisation. Et dans chauffage, ils font la différence. C'est fini cette histoire de hors volume protégé ou pas. Il y a quand même des exigences, même quand on est dans le bâtiment. Il faut regarder en profondeur pour répondre à Pierre qui avait pris la parole là tantôt. Mais ton collègue Jens, qui est venu faire des audits énergétiques sur la commune de Gansoran, il va avoir des belles photos pour illustrer les prochaines formations.
J'en ai aussi, hein, tu sais, des tuyaux pas isolés. C'est juste que enfin, bien isolés, tu veux dire? Des photos bien isolées, je suis preneur. Justement, par exemple, tu prends le hall des sports de Gansoron, les aérothermes au plafond, les conduites sont au plafond, on est dans le volume protégé, mais elles ne sont pas isolées et on chauffe la toiture, quoi. Ah, mais ça, on a partout, hein. À chaque fois qu'il y a des aérothermes, c'est des conduites en hauteur. Et je vous avoue que j'en ai... Alors, j'ai peut-être vu une fois ou l'autre isolé, mais sinon, c'est quasi jamais, hein. Effectivement. Des photos comme ça, j'en ai plein, malheureusement. Mais des beaux exemples, ça, j'en ai beaucoup moins. J'en ai beaucoup moins. Et donc là, du coup, la photo ici à gauche, c'est le showroom de Wiesmann, évidemment. Donc, voilà. Je cherche plutôt des beaux exemples. Si vous avez, n'hésitez pas. Et voilà, ben oui, tu disais effectivement au niveau extérieur. Je n'ai pas réagi tout à l'heure parce que ceci venait, j'aurais dû réagir. J'aurais pu réagir. Donc au niveau de la réglementation PEB, ce tableau-ci vient de la réglementation PEB. J'ai une exigence hors volume protégé, une exigence en volume protégé, avec des épaisseurs d'isolant qui sont un peu différentes en fonction du diamètre du tuyau. Voilà. Et donc, pour l'anecdote, quand ce tableau-ci est sorti, il y a eu un tollé parce que ces épaisseurs d'isolant n'étaient pas disponibles facilement dans le commerce, en fait. Donc ça veut dire que les fabricants de matériaux d'isolation de tuyaux ont dû un peu s'adapter pour pouvoir proposer des produits qui soient effectivement compatibles avec ces valeurs-là. Alors, comme je faisais le lien tout à l'heure, je prends l'exemple ici, mettre à peine 3 cm d'isolant sur un tuyau où il y a de l'eau à 70 degrés, c'est quand même pas grand-chose par rapport à l'isolant qu'on met au niveau des façades, hein, ou en toiture. Or que le delta T ici, au niveau du chauffage, est lui beaucoup plus élevé. Donc, pour moi, ces valeurs-ci doivent être vues vraiment comme un minimum. Alors en pratique, c'est pas facile de mettre beaucoup plus, mais si on peut mettre plus que ça vaut pour moi vraiment la peine de mettre plus que ça. Donc, le surcoût n'est pas tellement lié au matériau, plutôt à la mise en œuvre ici. Oui, Charles. Je suis d'accord, je me refais encore l'avocat du diable. Je pense c'est très vrai sur le delta T, mais il y a aussi une question de surface. Il y a beaucoup moins de surface de déperdition sur un tuyau que sur un mur côté extérieur. Désolé, hein, je me fais l'avocat du diable, mais c'est pour interagir un petit peu. Très bien, très bien. Mais ça n'empêche que c'est quand même intéressant. Donc, économiquement parlant, ici, c'est beaucoup plus rentable que l'isolation de la façade. On est d'accord. Je me fais l'avocat du diable. Voilà, et on va tout doucement s'arrêter là. Donc, pour limiter les pertes par distribution, isoler, c'est une chose. Et ce qu'on verra aussi, c'est qu'il sera important de diminuer la température de l'eau. Donc, plus la température d'eau diminuée dans le bâtiment, plus l'eau qui est envoyée dans le bâtiment est à température basse, moins il y aura de pertes par les tuyaux aussi. Et donc ça, c'est vraiment une histoire de régulation qui aura le même sens que ma condensation au niveau de ma chaudière. Donc, au plus bas, on peut diminuer la température de l'eau, au moins on aura de pertes dans l'installation, et au plus, on va favoriser la condensation dans la chaudière. Alors, je vois qu'il y a encore une autre question, on peut prendre peut-être 5 minutes si vous êtes d'accord pour faire quelques questions complémentaires, et puis je propose qu'on arrête. Je crois qu'au niveau, on reprendra à ce niveau-là vendredi, parce qu'on rentre davantage dans les aspects de régulation directement. Donc c'est Hicham qui a une question. Oui, coupez le micro parce qu'on ne te voit pas et on ne t'entend pas. Enfin, rallumez le micro plutôt. Voilà. Oui, bonjour. En fait, ce n'était pas vraiment une grosse question sur le cours, c'est simplement au niveau de l'inscription et à la participation de la formation. C'est que je n'ai pas reçu le mail de confirmation, c'est pour ça. Mais bon, on peut en parler après, ce sera peut-être plus facile. Ok, ça va, mais j'en ferai part à ma collègue. Mais je pense qu'on va en fait, renvoyer c'est pas Hicham parce qu'on est à deux sur l'appareil pour l'instant, donc moi c'est Stéphane Grosjean. Ah, ok, ça va. Si vous partez avec Hicham, forcément lui il l'a reçu. Peut-être envoyer un petit mail, alors s'il y a des soucis de ce type-là, à mon avis c'est plus facile, c'est d'envoyer un petit mail à energie@bruxeo.be. Ok. Merci. Cédric a une question. Je ne sais pas si tu avais fini ou si tu pouvais interagir, mais en tout cas, cette histoire d'isolation des tuyaux, il faut prendre aussi, toquer à la porte de tous ceux qui travaillent dans la sécurité incendie, parce que isoler les tuyaux, souvent on passe de compartiment RF à compartiment RF, et donc on doit bien faire attention, parce que quand on demande à une entreprise, tu vas m'isoler les conduites de chauffage, mais qu'en fait il y a un resserrage RF à faire, mais que le gars il n'est pas agréé pour faire ça, ça fait vite des gros coûts pour celui qui
moi, j'ai le cas, hein, j'ai isolé plein de conduites, mais en fait, je me suis dit, ah mince, mais il y a des resserrages RF à faire là, et c'est pas le même core business. Je ne sais pas si tu me comprends. Oui, effectivement, je t'avoue que je ne maîtrise pas. Je sais qu'il y a des aspects réglementaires par rapport aux traversées de parois, mais indépendamment, que je ne connais pas, mais indépendamment de cela, je dirais, si tu sais isoler 95% de la longueur des tuyaux et ne pas isoler tes traversées de parois, ma foi, tu as isolé 95%, et donc c'est déjà ça de gagner. Oui, c'est ça que je voulais, parce que moi j'ai eu l'expérience avant d'arriver à cette paroi en question, ben, on la remarque avec la porte RF, hein, mais c'est-à-dire, ah, ben, je laisserais bien un bon 1 mètre ou 50, enfin, à voir, pour pouvoir qu'une personne agréée pour faire les resserrages RF fasse son boulot correctement, et puis après, je refais venir la firme pour isoler le restant, quoi, contre le mur. C'est important. Oui, je suis moins à l'aise sur ces aspects-là, donc je ne sais pas si quelqu'un d'autre a cette expérience-là par rapport au resserrage au niveau de traversée. Effectivement, il y a une obligation donc, de faire des resserrages donc, pour des locaux donc, de chaudière, mais si on n'isole pas le tuyau sur l'épaisseur du mur, ça n'a aucune incidence. Donc, si le resserrage a été fait correctement, si cet endroit-là n'est pas isolé, ce n'est pas grave. Donc, comme tu disais, donc, si 95% des tuyaux sont isolés et qu'à 5% qui ne le sont pas, ben, bon, voilà, donc à l'impossible, nul n'est tenu, quoi. Sinon, ça commence à faire des frais abominables, quoi. Non, je voulais simplement aborder l'aspect plutôt sécurité qui est plus important que la PEB. Et voilà, c'est tout. Ok, merci en tout cas. J'essaierai d'approfondir la thématique, effectivement, c'est intéressant. Alors, est-ce qu'il y a d'autres... Je vois plus de questions. Ah, tu te souviens tantôt quand tu parlais de ventilation, quand tu parlais des chaudières C, les chaudières étanches, là, et tu parlais de ces 35 kW? 30, je pense. Ben, en fait, tu as deux exigences à respecter. C'est la puissance utile divisée par le volume dans lequel elle se trouve. Typiquement, je sais pas moi, une petite chaudière à condensation dans un placard, dans un couloir, le petit volume. Si ce rapport en fait est supérieur à 35 kW par mètre cube, alors il faut une ventilation basse et haute. C'est ça en fait qu'il faut retenir. Ok. Et la question subsidiaire, c'est si jamais c'est dans un placard, est-ce qu'il suffit de ventiler le placard ou pas? Peut-être alors, non? je réponds par une deuxième question, mais donc ça il faudrait vérifier effectivement tous ces aspects. C'est une question d'orifice de transfert, là, oui. C'est vraiment, pour moi, la norme n'est pas du tout simple à gérer par rapport à ça. Mais effectivement, tu fais bien de préciser qu'il y a non seulement le... Puissance utile et le volume. Oui, effectivement. Je disais ça quelque part. Il y a une question dans le chat, plutôt tout ce qui est, comment on dit ça, logistique. Donc, je pense qu'on va renvoyer un mail avec un nouveau lien pour vendredi, les slides de vendredi, pour que tout le monde soit en ordre pour vendredi. On est sûr que tout le monde arrive à bon port vendredi matin à 9h. Voilà. Et moi, j'aurais peut-être ma question tout à l'heure. Est-ce qu'il y en a qui ont des problèmes avec WooClap? Enfin, qui ont des problèmes techniques, en tout cas, avec WooClap? Parce que... Ok. C'est la question qui n'était pas assez pertinente, alors peut-être. On essaiera d'ajuster ça. Ouais, merci à tous pour les interactions. C'est chouette d'avoir un peu de parole prise. Et alors, moi, ce que j'ai remarqué, c'est dans les tickets de combustion, c'est parce que j'avais suivi la formation de technicien G1, et le formateur nous expliquait quand on utilise la machine, on doit d'abord encoder le type de combustible, donc le type de gaz, que c'est du gaz riche, gaz pauvre, du butane, du propane, et ça a une incidence dans les valeurs calculées, en fait. Oui, effectivement. Et souvent, les chauffagistes, parce que ça apparaît en grand sur le ticket, tout en haut au niveau du titre, là, souvent les chauffagistes font cette erreur. En fait, ils reparamètrent pas ça parce que voilà, c'est enregistré dans leur testo ou leur Rolyzer. Mais c'est important pour les valeurs qui sont communiquées dans l'attestation de contrôle périodique. Oui, effectivement, parce que dans le calcul que l'appareil fait pour arriver au rendement, dans la formule, il y a le taux de CO2. Et ce taux de CO2 optimum, il varie d'un combustible à l'autre. Donc effectivement, c'est un point qui doit être précisé et affiché pour être sûr que le paramétrage de l'appareil était correct au moment où on a fait la mesure. Oui, tout à fait.
C'est comme ça que l'environnement m'a dit, ah, bah, écoutez, monsieur Buggenhout, vos attestations de contrôle périodique ne sont pas valables pour une série de chaudières. Ah oui. Bon. Je pense qu'on peut clôturer. Merci à tous, en tout cas. Oui. Pierre. C'est chouette de vous voir, en tout cas. Enfin, Ouais. De mon côté, en tout cas, c'est important. Ouais. J'ai l'impression de ne pas être tout seul. Donc. Et à vendredi, donc vendredi, ce sera un chouïa plus technique, puisqu'on rentrera vraiment dans la régulation, dans les aspects de régulation. Donc voilà, je vous souhaite une bonne semaine, en tout cas, et à vendredi. Oui, à vendredi. Merci encore. Au revoir. Au revoir, à vendredi. Ouais, merci beaucoup, à vendredi. Au revoir. Merci. Voilà. Bon, ben, Juliette. Ben, à vendredi. Merci. Hein. Ouais. C'était très bien. Allez, ça va? Oui, c'est un peu particulier. Ça n'avance pas. Je suis un peu perturbé par l'avance. Je pensais aller un peu plus loin, mais bon. Ouais. Bon, écoute, ben, t'as bien pris le temps, quoi. Je pense que les gens, c'était un bon rythme. Ok. Donc, peut-être qu'on a prévu trop de contenu, du coup, mais je pense qu'il vaut mieux moins dire à un rythme plus adapté. Ouais. Ouais. On réévaluera ça vendredi alors, oui. Ouais. Ok, allez, bonne journée Juliette. Bonne journée. À bientôt, au revoir tout le monde s'il y en a encore connecté. Ouais. Hop. Là.